Cet après-midi et bonjour à tout le monde. Donc on est parti pour cette soirée. Alors c'est vrai que tu as évoqué à plusieurs reprises le fait qu'il n'y ait pas un public immense. Il faut quand même savoir que toutes les initiatives où on parle du nucléaire en général, les débats, les soirées, films-débats, on vide les salles quand même partout depuis longtemps maintenant parce que les gens n'ont pas forcément envie d'entendre parler de catastrophes, de déficits, de déchets radioactifs, d'explosions nucléaires. Mais bon, on peut se dire quand même que c'est les meilleurs qui sont là. Donc félicitations au meilleur public possible. Et donc la thématique de notre soirée, c'était sur l'information, c'est ça, sur la neutralisation de l'information. Donc d'habitude, on a des militants ou des experts, tout ce qu'on veut, et puis des journalistes qui essaient de les faire parler. Et donc là, ce soir, c'est l'inverse. C'est des militants qui ont des journalistes ou des documentaristes, et on va essayer de leur faire cracher le morceau et de leur demander, eh bien, entre autres, pourquoi c'est si difficile d'avoir de l'information sur le nucléaire en France. Alors, comme tu le disais d'ailleurs tout à l'heure, l'information n'est pas forcément cachée, interdite, mais il faut aller la chercher très très loin, et surtout elle n'atteint la plupart du temps pas le grand public, elle ne fait pas la une des journaux de 20 heures, sauf alors vraiment, il faut Fukushima, voilà, il faut vraiment quelque chose comme ça, mais on a le grand public a une très grosse désinformation. Alors, parfois c'est intéressant puisque par exemple les enquêtes d'opinion montrent de façon invariable que plus des 3/4 de la population considèrent que les centrales nucléaires contribuent fortement au réchauffement climatique. Donc les industriels du nucléaire s'arrachent les cheveux. C'est une enquête récente qui a été faite par le lobby nucléaire pour prouver que la presse racontait n'importe quoi sur le nucléaire. Ça fait longtemps que dans les opinions qui sont faites tous les ans, ça ressort invariablement depuis très longtemps, depuis des années. Et donc malgré toutes les publicités de l'industrie nucléaire sur on n'émet pas de CO2, on protège le climat, il y en a sur tous les journaux, partout. Enfin, et puis ça fait très longtemps que c'est commencé, puisque c'était déjà des angles d'attaque de l'Auvergeon au début des années 2000. Donc ça fait pratiquement 20 ans qu'on nous bassine sur ce thème, et ça ne marche pas. Donc comment se fait-il que cette information sur l'énergie et sur le nucléaire en particulier soit très défaillante au niveau de l'opinion publique, et quels sont les ressorts des médias? Alors on sait que la plupart des médias maintenant appartiennent soit à l'État, soit à des groupes industriels, mais il y a quand même des gens indépendants, des médias différents peut-être. Donc je ne sais pas si vous voulez commencer à nous éclairer. Je peux, avant de leur laisser la parole, je vais quand même faire des précisions, parce que si Thierry commence à parler, on n'arrête plus. Non, tu verras, ça sera très court, mais je pense que ça mettra un peu d'animation. Non, je voulais juste préciser quand même qu'il faut savoir que localement, c'est un fait, je l'avais évoqué tout à l'heure, il s'avère que par exemple, au niveau du journal local, La République du Centre, eh bien, nous avons eu le droit à un petit encart de 5 cm sur 5 cm pour annoncer ce forum qui est quand même un forum qu'on peut, oui, on peut dire qu'il est historique quand même, quoi, et un cinquantenaire. Et quand une question a été posée par l'un d'entre nous à la direction du journal, il nous a répondu, pour une fois, il nous a répondu, il nous a dit non, on ne couvrira pas votre forum. C'est donc clair, que ce soit bien clair, on ne le couvrira pas. C'est assez impressionnant quand même, hein. Ça questionne sur le journalisme, parce que si ce sujet-là ne doit pas susciter l'intérêt des journalistes, bon, il y en a d'autres, effectivement. Alors, Stéphane a évoqué la situation sociale avec la grève de la SNCF. Je précise quand même qu'il y a une situation locale qui n'est pas négligeable non plus. Figurez-vous qu'il y a une vedette qui passe ce soir au Zénith et qui nous a piqué notre public. C'est Sting. Alors on a tout fait pour essayer de le faire venir, et l'information ne lui est pas parvenue. On a vraiment tout fait, je vous assure, c'est pas de la plaisanterie, c'est quand on disait que sur le flyer qu'on essayait, et donc il n'est pas venu, on n'a pas réussi à l'atteindre. Je suis sûr qu'il serait venu, sinon. Voilà, c'était juste une petite précision, c'est un petit peu d'humour, parce que le sujet qu'on va aborder est sérieux. Mais tu vas chanter peut-être. Donc je vais repasser la parole à Stéphane qui a plein de questions à poser. Je crois que j'ai déjà ouvert, donc si parmi les documentaristes ou journalistes, certains vont commencer à nous éclairer. On va peut-être présenter les uns et les autres d'abord. C'est une bonne idée quand même. Alors, à l'extrême gauche.
s'agit de Sylvain Tronchet qui est originaire d'Orléans. Il a fait toute je ne sais pas si vous êtes né à Orléans, Sylvain? Non. Non. En tout cas, il a fait toute sa scolarité à Orléans. Il a travaillé, il a fait 200 CDD à... Je ne dois pas le dire. Enfin, non. C'est de l'information, hein, Sylvain. Oui, c'est de l'information. c'est pas tellement l'objet du débat. Et donc qui a cette particularité donc, de travailler actuellement dans la cellule d'investigation de France Inter. Radio France. De Radio France, pardon. Non, mais c'est très important parce qu'on Ouais, travaille pour toutes les chaînes de Radio France. Donc, on travaille pour France Inter, pour France Info, pour France Culture et l'ensemble des chaînes du groupe. D'accord. Et donc, il y a aussi une particularité au niveau de l'actualité, c'est qu'il a, à la suite de Caroline Michel du Nouvel Obs, il a élargi... Violette Lazare. Hein? De Violette Lazare. C'est Violette Lazare? C'était Violette. Mais Caroline Michel signait l'article, hein? Non, je crois bien que c'est un article de Violette. Non. Avec co-signé, Caroline. Et donc Sylvain a fait un dossier remarquable, mais vraiment en profondeur, qui a été tout à fait éclairant. Il a approfondi le travail donc, de l'Obs sur l'affaire du Creusot, l'affaire de l'acier du Creusot qui a joué et qui continue à jouer un rôle très important dans l'affaire de l'EPR, de la cuve de l'EPR, des soudures, non pas des soudures, de l'acier et du générateur de vapeur. Et d'ailleurs, moi je compte bien à ce qu'il nous en parle un petit peu, parce que c'est quand même une affaire vraiment très très grave et qui n'a pas été suivie de ce à quoi on pouvait s'attendre, c'est-à-dire que c'est tellement grave qu'on est étonné que ça n'avait pas eu plus d'impact dans les médias d'une manière générale. Mais il y en a, parce qu'après ça, on peut dire qu'il y en a eu juste dans Reporter, si je me rappelle bien. Reporter, il y avait un article de Jérémy... Le JDD, non, s'il te plaît. Toi aussi? Ah, excuse-moi, toi. Bon, Thierry a aussi donc fait quelque chose dans le JDD. Et puis il y avait Jérémy Demey dans le Bourguignon, je ne sais plus quoi, il a une petite revue qui n'a pas duré longtemps, qui était bien faite aussi. Et donc voilà, j'espère que Sylvain Tronchet nous en parlera. Ensuite, à sa droite, sans sous-entendu, donc Thierry Gallo, que vous avez donc régulièrement entendu au cours de cette journée, je le présente encore, journaliste indépendant qui a réalisé de nombreux livres, des documentaires, et que vous avez donc découvert toute la journée, je le répète, je pense que ce forum n'aurait pas eu lieu si Thierry n'avait pas voulu s'impliquer comme il l'a fait. Donc il a quand même lancé le groupe, il a quasiment lancé le groupe régional. Bon, certes, j'avais envie de le faire aussi, mais on était en concordance et les choses se sont faites en collaboration et je tiens beaucoup à remercier Thierry de son aide. Merci. Alors ensuite, Rémi Kenzo Pages, qui est donc journaliste au Média TV. Il tient une rubrique sur l'écologie et vous pouvez le trouver donc sur Internet. Qu'est-ce que je pourrais de... Alors il nous a fait donc il a couvert tout le forum depuis ce matin. Il doit faire un remarquable reportage, si j'ai bien compris. Oui, c'est vrai. Enfin, d'après les gens qui ont été amenés à porter des jugements, les choses, il semblerait que ce soit assez de bonne qualité. Stéphane Lhomme n'est pas journaliste. Mais vous le connaissez pour la plupart d'entre vous. Il est donc directeur de l'Observatoire du nucléaire. Et puis Patrick Banquet, qui est documentariste et qui a donc qui a fait c'est pas le dernier, si c'est le dernier documentaire sur le nucléaire. Donc le dernier documentaire qui était un excellent documentaire qui s'appelle Nucléaire, l'impasse française, que j'encourage à aller voir si c'est encore possible. Je sais que c'est pas, on ne doit pas faire de publicité pour les, si un peu, on peut. On peut le trouver sur YouTube, comme les documentaires d'ailleurs de Thierry Gallo, qui sont disponibles sur Internet. Voilà. Et Thierry Courvenec, grand ordonnateur de ce forum. Sans qui le forum n'aurait pas existé. Pour répondre à la question. Voilà, c'est parti. En fait, c'est assez facile la réponse. Pourquoi l'information sur le nucléaire, l'industrie nucléaire a été aussi mauvaise en France depuis
des décennies et certainement jusqu'au milieu des années 2010. Tout simplement parce que la plupart des journalistes, qu'ils soient en télé, en radio ou en presse écrite, qu'ils soient à Paris ou dans les régions, étaient pro-nucléaires. Voilà, donc collé complètement au discours officiel du lobby, et donc il n'y avait pas de sujet. Et la deuxième raison, c'est que très rapidement EDF et Areva dans les années 2000 sont devenus des annonceurs extrêmement importants, que ce soit en télé, en presse écrite ou encore plus en presse écrite et en radio, et que tout le monde sait que si on se montre trop critique, l'annonceur a de fortes chances de réduire le volume de sa prochaine campagne publicitaire. Et pour des journaux, notamment en presse écrite, qui étaient totalement déstabilisés par l'apparition, la montée en puissance de Google, de l'information en temps direct, en simultané, c'était ces annonceurs comme le luxe, par exemple, l'automobile, étaient des annonceurs stratégiques, et donc il ne fallait pas leur faire d'ombre. On l'a vu d'ailleurs, il y a une journaliste extrêmement courageuse qui s'appelle Marie-Caroline Lopez, qui travaillait à la Tribune à l'époque, qui a été la première à vraiment attaquer le sujet du nucléaire au début des années 2010, qui était d'ailleurs la première à annoncer le départ d'Anne Lauvergeon et de travailler en profondeur sur EDF. Un jour, EDF annonçait qu'il coupait les budgets publicitaires à la Tribune. Ça fait un esclandre, ils ont été obligés de revenir sur cette décision, mais le message était passé pour l'ensemble de la presse. Donc en fait, voilà, non seulement un non-sujet, mais en plus deux annonceurs qui tenaient par la bourse les journaux. Mais comment ça se manifeste? Est-ce que les rédacteurs en chef reçoivent donc des ordres des directeurs et vont voir les journalistes en disant « ton reportage là, il va falloir édulcorer, voire on ne va pas le passer » ou est-ce que c'est dans le non-dit C'est ça qui est... En fait, cette censure est intégrée dans les rédactions à tous les étages et donc devient de l'autocensure. On sait qu'il y a des sujets qui ne sont pas traités parce qu'on n'a pas le droit de les traiter, ça peut faire mal à la rédaction. Donc on ne les traite pas, donc on ne prend même pas la peine de les proposer. Mais en plus, quand le journaliste qui est chargé de la rubrique est lui-même pro-nucléaire, évidemment, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat, parce que évidemment, si la question est posée par un rédacteur en chef, mais bon, il y a quand même des problèmes de sécurité, de sûreté. Le journaliste, mais non, tout va bien. Moi, je me souviens, c'était une rédactrice en chef adjointe à la Tribune qui s'occupait du nucléaire, qui était une scientifique. Sa position, le nucléaire, c'est parfait, c'est magnifique, circuler, il n'y a rien à voir, et tout le monde circulait, et personne n'allait voir. Je pense qu'il Patrick voulait réagir. Oui, simplement. Bon, moi, je travaille à France Télévisions, enfin, je travaille pour France Télévisions comme un documentariste indépendant. Alors, pour nuancer un tout petit peu ce qui a été dit, bon, c'est vrai que globalement, les journalistes sont soit pro-nucléaire, soit sous-informés, soit primés à cause de la publicité. À France Télévisions, il y a un autre problème, c'est qu'il faut faire de l'audience. Et faire de l'audience, ça permet en fait de faire des sujets extrêmement violents sur différents sujets. Sur le nucléaire en particulier, moi j'ai fait un documentaire contre la politique d'EDF en dénonçant les dérives financières extraordinaires, on va peut-être en parler, les dérives extraordinaires sur lesquelles on se dirige. Ce documentaire, il a été vu, il a été rediffusé 2 fois, il a été vu en gros par 2 millions de personnes. Donc c'est vrai que la télévision, en fait, on le voit bien avec H Investigation, que beaucoup connaissent aussi, qui traite des sujets très violents. En fait, à la télévision, on arrive quand même à faire passer des choses très critiques. Encore une fois, pour une autre logique, c'est que même la télévision et EDF étaient bien évidemment furieux de ce documentaire, il n'empêche qu'il est passé et qu'il a été vu par beaucoup de gens. Donc, le problème de l'information, il est un tout petit peu plus compliqué. C'est vrai que les journaux sont tributaires de la publicité. C'est vrai que dans les grands médias audiovisuels, c'est un peu plus compliqué. Je vais nuancer un petit peu. J'entends ce que dit Thierry. Et effectivement, il y a beaucoup de journalistes pro-nucléaires. Et dans des médias à dominante économique, si par malheur le nucléaire est traité par le service qui s'occupe de l'industrie, par exemple, c'est très, très symptomatique de voir finalement, dans un média généraliste par exemple, dans une radio, qui va traiter le nucléaire. Si c'est le service éco ou si c'est le service société via sa composante environnement, ça ne va pas du tout être traité de la même manière. Et tu as aussi cette dimension-là. Moi, je
je pense aussi, quand même, malgré tout, et tu pourrais pas vivre sinon, que la critique du nucléaire est permise dans de nombreux médias. Tu arrives à écrire dans le JDD, qui n'est pas forcément le média le plus, le plus dans la rebellitude du paysage médiatique français. Il y a une possibilité, quand même, de le faire. Tout à fait, je ne dis pas qu'elle n'existe pas. Voilà. Je dis que c'est compliqué. Non, c'est compliqué pour plein de raisons qui sont des raisons... voilà. Mais je crois qu'il y a une autre raison, en fait, moi, qui fait que, bien souvent, il n'y a pas de sujet sur le nucléaire. C'est que, justement, si on veut pouvoir imposer dans l'agenda d'une rédaction un sujet sur le nucléaire, il faut être capable de dénoncer quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut arriver avec des billes, il faut mettre le truc sur la table, il faut dire, là, il y a un vrai problème. Et pour être capable de faire ça, il faut, un, connaître un peu le secteur, deux, avoir du temps pour pouvoir le faire, et puis trois, être un peu courageux aussi, parce que ça veut dire qu'on va aller scoltiner les gens. On sort un peu de sa zone de confort, et on sait qu'il va falloir imposer le truc. Et ça, sont des conditions, tout ou partie, que beaucoup de journalistes ne peuvent pas remplir, notamment en ce qui concerne le temps. Par exemple, qui est aussi une dimension de ce problème-là. Lorsqu'un journaliste, entre guillemets, de base, dans un journal local, par exemple, moi j'ai beaucoup bossé en local, je bosse aujourd'hui, donc je connais aussi cette problématique-là, va vouloir faire un sujet sur le nucléaire. Il va vouloir le faire, et il va vouloir le faire de façon honnête. Il va sentir que, effectivement, je ne sais pas, l'ASN a publié je ne sais quel communiqué où ils ont détecté tel écart, pour reprendre la terminologie EDF, dans une centrale, et en clair, EDF a fait une connerie. Mais EDF va venir quand même apporter sa com, et après tout, peut-on leur reprocher, ils défendent leur beefsteak, pour dire que, oui, bon, il y a eu ça, mais au fond, c'est pas très grave. Si on fait ce que c'était Truffaut qui disait, je crois, le journaliste, 30 secondes pour Hitler, 30 secondes pour les Juifs, voilà, si on entre dans cette espèce de truc, c'est-à-dire, si je veux en tant que journaliste faire mon boulot, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais regarder quel est le communiqué de l'ASN, je me dis il me faut quelqu'un pour enfoncer un peu le clou, donc je vais aller chercher quelqu'un chez Sortir du nucléaire ou à l'Observatoire du nucléaire, et puis je vais quand même aller voir EDF pour qu'ils m'expliquent leur version. Si c'est pour faire un sujet à la fin où j'entends 20 minutes de Stéphane Lhomme qui dit c'est un scandale, on est passé juste à côté d'un Tchernobyl, et derrière 20 secondes du porte-parole de la centrale qui dit mais non, il faut bien regarder qu'au fond tout ça c'est pas si grave et que c'est le principe de précaution qui fait qu'on fait ça. Je caricature le truc. Le journaliste, au fond, il sait plus trop par quel bout prendre le problème. Il n'a pas suffisamment de base pour dire je dis que non, quand même ce que raconte EDF, c'est pas vrai, c'est faux, etc. Parce qu'il n'est pas suffisamment armé, il n'est pas suffisamment costaud, il n'est pas suffisamment informé, il est éventuellement pas suffisamment courageux pour le faire. Et à l'arrivée, ça va faire un sujet qui va être absolument fade et disons-le, inintéressant pour tout le monde, y compris pour le lecteur moyen qui va regarder le truc et qui à la fin ne saura pas si au fond c'est important, pas important, dangereux, pas dangereux, voilà. Et la problématique, elle vient de ça aussi, en fait, de cette dimension-là. Je suis assez d'accord, et en même temps, il y a une perversité, notamment des rédactions en chef. Alors moi, j'en connais une bien, c'est celle du JDD, justement, où je suis journaliste indépendant, donc je vends mes enquêtes, et quand j'ai vendu l'enquête sur Creusot-Forges, en fait, c'est une commande du rédacteur en chef. Il avait deux enquêtes qu'il voulait voir être réalisées, une sur le démantèlement et l'autre sur Creusot-Forges. Donc, et puis, il m'avait confié les deux enquêtes, et rapidement, il m'a rappelé pour me dire non, en fait, non, le démantèlement, c'est pas toi qui vas le faire, je vais demander à une journaliste de la rédaction. Quand j'ai lu le papier, j'ai compris pourquoi il lui avait demandé, parce que surtout, il ne voulait pas un papier sur le démantèlement, sur les vrais problèmes du démantèlement. Il y avait une opération de com d'EDF, il savait très bien que moi je ne pouvais pas couvrir l'opération de com, mais que j'allais lui faire une vraie enquête, un vrai reportage sur la réalité du démantèlement et sur son impossibilité technique et financière, alors que le papier, c'était un papier d'accompagnement, très gentil, etc. Par contre, il m'a laissé totalement carte libre sur Creusot-Forges, parce qu'il n'y avait pas
d'enjeu direct, ou en tout cas pas d'enjeu visible par rapport à EDF. Bon, ils ne savaient pas que j'avais des billes qui pouvaient permettre de montrer qu'EDF mentait sur sa connaissance des problèmes de fabrication de Creusot-Forge. Mais ça, c'est un autre problème. Mais voilà. Donc il y a cette perversité aussi des rédactions en chef qui peuvent utiliser différents statuts de journalistes pour, d'un côté, montrer un peu les griffes, parce que ça fait quand même un peu d'audience, ces enquêtes qui peuvent sortir des scoops, qui peuvent être reprises, etc. Puis de l'autre côté, quand même, être bien avec l'entreprise. Et alors, c'est vrai pour le nucléaire, comme c'est vrai dans d'autres secteurs, mais il y a souvent aussi cette perversité des rédactions en chef. Et donc, voilà, les journalistes qui sont intégrés aux journaux, c'est extrêmement compliqué pour eux d'avoir cette indépendance et cette solidité pour pouvoir réaliser de véritables reportages d'enquête. Rémi, peut-être avec un nouveau genre de médias qui n'appartient pas à un groupe industriel ni à l'État, peut-être. Justement, alors moi je travaille dans un média indépendant, donc j'ai pas forcément des contraintes comme on peut avoir ailleurs, même si dans mes brefs passages dans les autres rédactions, j'ai jamais connu de consignes ou quoi, on m'a demandé explicitement. Je pense que c'est vraiment dans l'autocensure que les choses se passent. Aujourd'hui, quand même, il y a de plus en plus d'enquêtes sur le nucléaire qui se font, aussi en parallèle avec l'émergence de médias indépendants forts. Par exemple, je pense beaucoup à Mediapart, avec un travail très très important sur la question du nucléaire. Par exemple, dans le Tricastin, il y a eu une enquête qui a montré, qu'il y a eu des révélations sur le fait que la SN n'avait pas été mise au courant d'un certain nombre d'incidents dans la centrale du Tricastin, etc. Aujourd'hui, je pense aussi qu'il y a un autre moyen de faire sortir des affaires, c'est en passant par de nouveaux médias, des médias indépendants qui, eux, justement, ont la possibilité. Alors financièrement, c'est compliqué. Mediapart, c'était compliqué au début. Aujourd'hui, ils sont forts parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés et qu'ils ont les moyens de faire des enquêtes. Il n'y a pas beaucoup de médias indépendants qui ont les moyens de Mediapart, mais je crois qu'en aidant ces médias indépendants, en aidant peut-être le média, par exemple, à devenir fort comme Mediapart l'est aujourd'hui, on verra à l'avenir de nombreuses enquêtes et de plus en plus d'enquêtes. Et d'ailleurs, j'entendais ce matin, je crois que c'était Thierry qui disait qu'il y a quelques années, les gens ont une facilité, en tout cas. Il y a une facilité. Nécessité, je ne sais pas, mais une facilité, je pense, si le média a les moyens, le temps, la force d'y arriver. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des médias indépendants qui aujourd'hui manquent de moyens, manquent de ressources. Moi, j'ai juste une anecdote. J'ai commencé dans ma carrière passée, j'ai travaillé à Mondelez au Monde, mais comme indépendant aussi. Et quand il fallait faire une enquête, par exemple, sur les syndicats, on n'envoyait pas le rubricard syndicat parce qu'il ne pouvait pas dire grand-chose, parce qu'il allait se griller. On prenait un indépendant comme moi, je faisais mon sujet en toute liberté, mais la rédaction en chef avait pris le risque de faire appel à un indépendant pour pouvoir dire des choses sur les syndicats que le rubricard, c'est-à-dire la personne qui suivait l'actualité des syndicats tous les mois, ne pouvait pas dire. Donc effectivement, il y a toujours un jeu un peu compliqué entre le type qui est spécialisé dans un sujet et l'indépendant qui, lui, n'a rien à respecter, en gros, entre guillemets. C'est exactement ça, voilà. Et nous, c'est pour ça qu'on a été créé, par exemple, au sein de Radio France. Donc, on est une cellule d'investigation. Nous n'appartenons à aucune chaîne. C'est-à-dire que je n'ai pas de lien hiérarchique avec les directeurs de chaîne, les directeurs de rédaction de chaîne. Et deux, nous sommes totalement indépendants des services. Et moi, je travaille sur, pour faire court, deux sujets, plutôt sur le champ politique et du financement politique, et plutôt sur le champ industriel et environnemental. Et par exemple, on a quasiment zéro contact avec les services politiques. Alors que pourtant on travaille énormément sur le champ politique, mais on ne peut pas demander effectivement à un journaliste qui suit un parti au quotidien, enfin c'est très compliqué d'aller lui demander d'enquêter sur ce même parti. Je ne suis pas d'accord. Parce que c'est très compliqué à faire. Je ne suis pas d'accord. J'ai des rubricards. Même si certains le font. En économie, je faisais des enquêtes sur les secteurs sur lesquels je travaillais, parce que mon rédacteur en chef, mon directeur de la rédaction, c'était à la Tribune, il s'appelait Philippe Labarde, voulait qu'on sorte des scoops tous les jours. Et pour sortir un scoop, faut travailler, faut trouver des informateurs, des sources. Il n'avait pas peur de se griller, de s'engueuler avec des patrons d'entreprise, de voir des budgets pubs être retirés, parce que lui, ce qu'il voulait, c'était de l'information. C'était pas de la communication. Donc, cette excuse du suivi quotidien, pour moi, est insupportable, parce que c'est pas comme ça que j'ai appris à travailler. Non, mais tu as raison, au fond, Thierry. Non, mais en plus... Sauf que ça
tu as raison, sauf que dans les faits, c'est comme ça que ça se passe. Non, mais Je sais bien. tu as raison. Et nous, par exemple, si on n'a aucun contact avec les services Paul, alors que pourtant ils devraient être une ressource pour nous, c'est aussi parce que voilà, il est impossible de la façon dont ils travaillent d'aller faire de l'enquête de la même manière. Et les services éco, de la même façon, viennent pas sur ces champs-là. Donc, il y a des dysfonctionnements dans la machine, on est d'accord. Mais dans le même temps, on voit que des médias qui seraient supposés ne pas être indépendants sont capables de sortir quand même des enquêtes lourdes de conséquences sur ces mêmes sujets. Donc c'est une situation qui est, comment dire, enfin, c'est pas manichéen, enfin, c'est pas une situation où on aurait d'un côté une presse capable de sortir des sujets, de l'autre côté une presse qui serait dans l'omerta la plus complète. C'est plus compliqué que ça. Zone grise, ça c'est exact, hein, puisque dans le JDD j'ai pu faire Creusot-Forge, j'ai pu sortir une enquête approfondie sur l'enquête que le FBI menait sur Uramine, puisque la justice française ne veut pas agir. Donc il y a des possibilités effectivement de marcher sur les pieds de quelques puissants, y compris dans le magazine Capital, qui peut pourtant, vu son titre, paraître totalement un magazine libéral, voire ultra-libéral, mais on a la capacité, quand on est journaliste indépendant et qu'on travaille pour ces titres-là, de sortir de la véritable information. Mais encore une fois, moi je pense que c'est d'abord une question de volonté des journalistes de rédaction, de leur rédaction en chef, parce qu'il y a une anecdote que je raconte en préambule de mon livre qui montre bien cette omerta du système journalistique parisien en tout cas. Et donc en 2017, septembre ou octobre 2017, c'est ça, 2016-2017, EDF fait un séminaire pour la presse pour représenter les métiers, redire que le nucléaire c'est magnifique, c'est beau, c'est l'avenir, etc. Puis il y a tous les patrons qui parlent et à la fin il y a le patron d'énergie nouvelle, EDF et énergie nouvelle. C'était encore le frère de Cahuzac. Et le gars prend la parole et en 30 secondes il explose tout le propos tenu jusqu'à présent par Jean-Bernard Lévy et ses adjoints en démontrant chiffres à l'appui, diagramme à l'appui, que les énergies renouvelables sont aujourd'hui en Europe moins chères que le nucléaire, que le nouveau nucléaire, et que quasiment moins cher que le nucléaire en exploitation. Et derrière, évidemment, ça a été, j'ai lancé un peu l'assaut et j'ai été repris par quelques confrères, un assaut pour faire avouer à EDF ce que Xavier Ursa a fini par dire, qu'il n'était plus compétitif par rapport aux énergies renouvelables. Derrière, moi je m'attendais à ce que tous les journaux en parlent. Il y avait l'IB, il y avait la Tribune, il y avait Le Monde, il y avait Le Figaro. Alors le Monde a fait un papier sur le site réservé aux abonnés qui est resté 2 heures en ligne, qui est sorti ensuite de la front page. Et les autres titres, personne n'en a parlé, en dehors des sites qui étaient invités, des sites spécialisés qui sont en ligne avec une très faible audience ou qui sont des sites payants parce qu'il faut bien vivre, il faut bien rémunérer les journalistes, et donc avec un impact médiatique nul. Voilà une information qui était officielle, qui était publique, sourcée de la bouche des directeurs d'EDF. Les journalistes parisiens ont refusé de la traiter. Et pas seulement eux, mais leur rédaction a refusé de les traiter. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'EDF, c'est tout. Un peu de courage, ça serait passé. Le papier qui a été censuré au Monde aurait pu être dans l'édition du lendemain, sans problème, aurait pu rester en front page une journée, voire plus, sans aucun problème. C'était des propos officiels d'EDF. Alors, moi, je voudrais intervenir pour souligner une chose. Ça fait 2 fois que, tous les 2 d'ailleurs, vous évoquez le courage. C'est une notion importante, hein, quand il s'agit de faire du journalisme d'investigation pour traiter de sujets sensibles, il en faut. C'est une évidence. Moi, je voudrais qu'on recentre un petit peu le débat. Je vous rappelle que la thématique de la soirée, c'est la neutralisation de l'information par EDF, par la nucléocratie, pour empêcher que les choses se sachent. On est dans le cadre d'un forum concernant Saint-Laurent-des-Eaux. Je vous propose aussi qu'on essaye de réfléchir sur qu'est-ce qui fait qu'une
une telle omerta a pu s'installer pendant 50 ans. De la même manière que je tiens à préciser aussi que s'il ne s'agit pas d'une omerta équivalente, l'affaire du Creusot est une affaire qui a généré un silence qui est... Thierry, parce que tu en as parlé, mais... Non, quand même, il y a beaucoup eu de couverture, télé, radio. Ouais. Enfin, Sylvain, son reportage Même la était, admirable. Enfin, voilà, Oui, mais pour les gens intéressés, pour les gens... Oui, mais enfin, quand tu passes sur les antennes de Radio France et de France Inter, je pense que tu as un peu écouté. Quand il présente son émission, son reportage dans la matinale de France Inter, qui est la première matinale de France, je pense que tu as un impact quand même. Donc, Pour le coup, ouais, que... Creusot, je trouve quand même qu'il y a une... Ça a été couvert. Il y a, Moi, ce qui il y a m'inquiète une vraie plus, couverture. Le problème, c'est plus le manque d'empreinte que ça laisse derrière, les conclusions, les conséquences qu'on doit en tirer tous en conscience sur le fonctionnement du truc. Surtout que dans le même temps, pour le coup, en plus, à ce moment-là, il y a un discours de la SN qui est assez clair, fort. Donc il y a une autorité qui vient faire son job là-dedans, en tout cas Chevet, à ce moment-là, il a des propos assez forts, donc c'est facile à relayer en plus pour les services. Et en fait, derrière tout ça, c'est voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est le manque de continuité. Parce qu'effectivement, il y a un truc qui sort grave, un ou deux médias commencent à en parler, donc on sait comment ça fonctionne, tous les autres se mettent dessus, et donc effectivement, l'affaire du Creusot, elle a quand même été, on peut le dire... Voilà, c'est hyper repris. Enfin, franchement, l'enquête, nous, quand on la sort, on a je sais pas, 50 médias qui reprennent derrière. Ça a diminué un peu, et puis après c'est fini, ça n'existe plus. C'est là où on voit la puissance du complexe nucléaire. Parce que, voilà, sur un certain nombre d'affaires récentes du nucléaire français, on a vu qu'il y avait de l'information qui circulait, etc. Mais aujourd'hui, EDF et ses différents satellites, que ce soit Orano, la société française, la semaine d'énergie nucléaire, ces gens-là ont compris le système. Ils savent très bien que par rapport à une information violente, ils ne doivent pas réagir. Ou juste menacer le journaliste qui est l'auteur d'un procès pour envoyer un message aux autres en disant attention, ce qu'il raconte c'est peut-être des conneries. Donc tombez pas dedans. Donc voilà. Donc ils ont une attitude très prudente, voilà, comme ça, au démarrage. Donc il y a le buzz qui s'enchaîne, qui peut durer une semaine, 10 jours, 15 jours, voire même un mois. Et plus quand on parle du Creusot, quand on parle de l'EPR de Flamanville, etc. Et puis derrière, progressivement, il y a la petite musique d'EDF, de la semaine, qui repart sur les réseaux sociaux. Ils arrivent à se faire inviter à une émission de télévision et ils vont envelopper tout ça, arriver à faire oublier. Et pour le coup, les chaînes d'information sont... Et le business as usual des radios aussi est extrêmement coupable de ça, à faire oublier ce qui vient de se produire. Si bien que moi, je me tire les cheveux. Par exemple, aujourd'hui, quand on pose la question quelle est la dette d'EDF, tout le monde va dire, enfin, pour les gens qui connaissent un peu le truc, 32 ou 33 milliards. C'est faux. 32 ou 33 milliards, c'est une notion comptable qui n'est pas la dette réelle. La dette réelle, c'est minimum 60 milliards. Et si on fait avec des titres un peu spécialisés, c'est plutôt 80 milliards. Qui a en tête ce chiffre? J'ai beau le répéter en permanence, chaque fois que j'ai des copains en rédaction, chaque fois que je les vois dire que la dette de d'EDF c'est 33 milliards, je me permets de leur passer un coup de fil en disant putain, mais arrêtez avec ce chiffre qui n'est pas la réalité financière de l'entreprise. Et malgré ça, le discours enrobant d'EDF de la semaine arrive à retourner l'opinion des journalistes qui assurent le quotidien, qui leur permet d'effacer ce qui vient de se produire. Et puis, voilà, on passe et on oublie. Et ça, cette puissance-là médiatique d'EDF, ça, par contre, on est un peu Sisyphe, quoi, avec notre rocher, là, tous les matins, on doit le remonter. C'est fatigant, quand même. Hein. Il y a des moments où on laisse un peu tomber parce que c'est épuisant. Mais là-dessus, c'est ça la force du complexe nucléaire, c'est quoi qu'il se passe, ils savent qu'à un moment ou un autre, ils vont reprendre la main médiatiquement et qu'ils vont arriver à faire oublier ce qui vient de se passer. Alors justement, on va peut-être revenir sur l'affaire du Creusot, parce qu'il est probable que tout le monde ne sait pas de quoi il s'agit. Alors Sylvain Trochet, si vous voulez bien, nous rappeler un petit peu cette affaire qui est, il me semble, emblématique, ou un peu plus de 30 secondes, qui est emblématique parce que, encore une fois, alors bon, je vois que tout le monde ne partage pas mon opinion, parce que je trouve que
que c'est vrai qu'il en a été parlé, mais je pense que c'est plus dans les milieux qui se sont vraiment intéressés au sujet. J'ai l'impression que ça n'a pas sorti d'un certain cadre. Mais bon, on peut en parler. Non, mais elle n'a pas laissé l'empreinte. En revanche. Non, mais là, on est d'accord, c'est qu'elle n'a pas laissé l'empreinte. Moi, je pense ça, que, c'est sûr. à l'époque... Est-ce que Sylvain, vous pouvez nous rappeler un petit peu Je vais rappeler, mais à l'époque, ça a été très largement diffusé. C'est-à-dire que dans la semaine où il y a vraiment un pic médiatique autour, vous en parliez aux gens, ils savaient de quoi il s'agissait, mais je pense que tout le monde a totalement oublié ce qui s'est passé. Alors, le Creusot, pour faire clair, est simple. Donc, c'est une ville en Bourgogne, qui est le berceau de la sidérurgie française. Donc, les Schneider, les maîtres des forges, ça vous dit quelque chose, voilà. Où se situe l'usine qui a fabriqué, forgé, la plupart des gros composants de toutes les centrales nucléaires françaises, c'est-à-dire les cuves, les générateurs de vapeur, tous ces énormes appareils ont été fabriqués dans cette usine, en général. En gros, il n'y a que là et au Japon où on fabrique ce genre de trucs pour toutes les centrales nucléaires au monde. Cette usine est une usine qui a eu une histoire un petit peu particulière, qui a accompagné les hauts et les bas, les revers et les victoires de la sidérurgie française. C'est-à-dire qu'elle prospère évidemment lorsqu'on lance le programme électronucléaire français, tout va bien, tout est merveilleux, dans les années 50, 60, 70, puis elle prend la crise de la sidérurgie, plus l'arrêt des grandes commandes de centrales dans la gueule, les choses sont compliquées, et donc elle a une phase un petit peu plus tangente, où elle est rachetée, voilà, elle manque de fermer, on se demande ce qui s'y passe. Et puis un jour, on apprend avec effroi que... alors ça commence comment? Que je ne dise pas de conneries, parce que le début du début, quand ils font une revue, c'est la cuve. Voilà, c'est ça. Un jour, en fait, donc la dernière grosse production de cette usine, aux alentours de 2009, si ma mémoire est bonne, c'était la cuve de l'EPR. Et donc, c'était un truc énorme, comme jamais cette usine n'en avait fabriqué un. C'était une pièce, parce que la cuve de l'EPR est beaucoup plus grosse que les cuves de toutes les autres centrales nucléaires en fonctionnement en France. Et donc, cette cuve, donc, vous savez tous à peu près ici, j'imagine, on s'est rendu compte un jour qu'elle avait un problème de composition d'acier. Hein. Clair, il y avait trop de carbone dans l'acier, ce qui rendait l'acier potentiellement fragile, notamment en cas de changement brutal de température, ce qui est pas du tout un cas imaginaire, hein, c'est un cas accidentel prévu, et donc ça posait un problème. Et donc en se penchant sur l'histoire, on s'est dit quand même, ils ont un peu déconné. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette usine? Comment est-ce qu'on a pu sortir un élément majeur, aussi important, qui n'était pas aux normes? Alors, on a commencé à fouiller un peu dans les dossiers, et là, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Je vous la fais courte, mais en gros, on s'est rendu compte que depuis des années, dans cette usine, on falsifiait les documents de fabrication. Et on sortait des pièces qui n'étaient pas aux normes, parfois pas de peu, notamment sur des problèmes dits de ségrégation, c'est-à-dire de concentration de carbone dans l'acier, mais pas seulement. Il y avait eu aussi, pour vous dire, des trucs absolument hallucinants qui se sont passés. Un jour, par exemple, ils avaient sorti une pièce trop courte. Voilà. C'était une espèce de grand cylindre, ils n'avaient pas la longueur demandée. Or, en aciérie, c'est un geste d'aciérie classique, ce qu'on fait toujours quand on sort une pièce, c'est qu'on coupe les deux bouts de la pièce, parce que c'est précisément au bout de la pièce que viennent se concentrer toutes les impuretés. Et là, on ne parle même pas de carbone, hein, on parle d'impuretés, de trucs un peu dégueulasses, qui pour le coup fragilisent vraiment le métal. Et là, la pièce, elle sort trop courte. Donc, du coup, ils n'ont pas pu la couper d'un côté. Et ils ont envoyé cette pièce fonctionner dans une centrale nucléaire en falsifiant le document de fabrication et en sachant pertinemment que la pièce n'était pas aux normes. C'est ça ce qui s'est passé dans cette usine, pour être très concret. C'est un générateur de vapeur de Fessenheim. De Fessenheim, oui, tout à fait. Fessenheim 2. Il est toujours en fonctionnement d'ailleurs, parce qu'il a été validé. Hein, il a été validé, alors qu'il n'aurait jamais dû être. Exactement, il n'aurait jamais dû sortir d'usine comme ça. Voilà ce qui s'est passé dans cette usine. C'est évidemment contraire à tout ce qu'on nous a toujours expliqué que devait être l'industrie nucléaire. Donc du coup, moi j'arrive au moment, sur l'enquête, au moment où on en est à peu près là. Et je me dis quand même, qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'on en arrive à ça dans cette usine? Parce que les falsifications elles remontaient à loin, mais il y a quand même une période où les choses deviennent
plus sérieuses et plus graves. Et en regardant un petit peu, je me rends compte que cette usine, justement, elle surfe sur la construction, le lancement du programme électronucléaire français, que derrière, ça va beaucoup moins bien parce que forcément, on ne commande plus de pièces. Framatome, qui en était le propriétaire à l'époque, finit par la revendre à un homme d'affaires qui s'appelle Michel-Yves Bolloré, qui est le frère de Vincent, qui la rachète et qui, d'un côté, on ne peut pas lui reprocher, il fait ce qu'il peut pour continuer à faire fonctionner cette usine, c'est-à-dire qu'il va aller chercher d'autres marchés, puisqu'on ne construit plus de centrales nucléaires, donc il va lui faire notamment du matériel pour la prospection pétrolière, etc. Mais d'un autre côté également, ne fout pas un rond dans cette usine, la laisse partir à l'abandon. Il y avait des ouvriers étrangers qui bossaient dans des conditions de sécurité incroyables. On m'a raconté qu'on avait retrouvé notamment des traces de leurs semelles fondues au sol parce qu'ils ne travaillaient pas avec des chaussures réglementaires. Il fait tellement chaud dans ces environnements-là, les gars, les chaussures collées au sol, ils étaient obligés d'enlever les chaussures et de partir comme ça, en courant. Ouais, non, mais les toits fuyaient, enfin, il s'est passé des trucs complètement hallucinants dans cette usine. Et c'est cette usine, dans cet état-là, qui va forger la cuve de l'EPR. Et le pire dans l'histoire, c'était la valeur ajoutée de l'enquête que j'avais faite, c'est que j'ai pu prouver que EDF et Areva, à ce moment-là, puisqu'entre-temps Framatome était devenu Areva, étaient parfaitement au courant de l'état de déshérence dans lequel était cette usine lorsqu'ils lui ont confié le soin de forger la cuve de l'EPR. La SN aussi, bien entendu, puisque en fait, la façon qu'on avait de le prouver, c'était 2 courriers de la SN qui, effectivement, écrivaient à EDF de mémoire, et derrière, le patron de la SN de l'époque, André-Claude Lacoste, m'avait confirmé qu'il avait passé un coup de fil à Areva pour leur dire ce fournisseur est complètement défaillant, virez-le ou rachetez-le, et Areva, dans une de ses manœuvres telles qu'il a pu s'en passer dans cette boîte à cette époque-là, a choisi de racheter, pourquoi pas l'usine, à un tarif complètement prohibitif. Il l'a racheté à Michel-Yves Bolloré 200 fois le prix qu'il avait acheté l'usine. Et donc elle était, oui, de fait propriétaire d'avant la réunion, mais via Framatome, exactement. Ils ont racheté une usine dont ils étaient propriétaires effectivement quelques années auparavant. Ils lui avaient vendu, je crois, de mémoire 800 000 euros, ça s'était réglé comme ça, et ils l'ont racheté 160 millions d'euros, dans l'état de 170 millions d'euros, ouais, il fait plus de 200 fois sa mise. Voilà. Il fait le coup de sa vie. Ouais. Il fait le coup de sa vie, et personne ne comprend, enfin, on croit un peu comprendre, mais... L'argent revient. Voilà, mais on ne peut pas le dire en l'état. C'est une opération opus Dei. Voilà. Le directeur financier de l'époque et Bolloré, qui appartiennent tous les deux à ces cercles catholiques d'extrême droite. Ouais, ça, c'est leur connexion. Ensuite, il y a les raisons du prix. Voilà. Mais bon, il se dit qu'il y a du fric qui a dû partir quelque part, mais ça n'a pas été prouvé en l'état. En tout cas, c'est une opération encore hallucinante, du même genre, à une échelle inférieure, mais de celle du Ramin. Hein. Ouais. Une nouvelle fois, chez Areva, il se passe des trucs absolument incompréhensibles, où on rachète à des prix incompréhensibles des choses qui ne valent pas grand-chose. Et en l'occurrence, cette usine, qui depuis est tenue à bout de bras par EDF maintenant, voilà. Ils essayent de continuer à en faire quelque chose, il n'y a plus de commande internationale, plus personne dans l'industrie nucléaire internationale ne veut acheter des choses à cette usine, et c'est normal, les autorités de sûreté internationale ont toutes mis une croix rouge sur cette usine, quoi, voilà. L'industrie nucléaire mondiale, de toute façon, est en récession, il n'y a pas véritablement de marché. En plus, et donc voilà où on en est arrivé, et alors il y a une enquête judiciaire pour quand même répondre à une question qui pourrait être posée. Il y a une enquête qui est ouverte. Il y a une plainte de l'Observatoire du nucléaire qui est toujours en cours depuis 4 ans bientôt et qui a été abondée ensuite par l'autorité de sûreté nucléaire, mais après coup. Et on attend. Et on sait qu'il va pouvoir attendre. Oui, voilà. On ne sait toujours pas ce qui se passe dans ce dossier, alors que pourtant les choses paraissent relativement simples à caractériser, là en l'occurrence, hein, quitte à couper le dossier en deux.
Mais c'est pas une instruction qui semble extrêmement compliquée. Voilà. Les infractions, elles sont formelles, elles sont prouvées, et on pourrait renvoyer beaucoup de monde devant le tribunal correctionnel. Mais juste pour voilà, une information complémentaire, l'un des directeurs de l'usine de Creusot-Forges, en place au moment où le plus grave des falsifications ont été commises, est devenu le responsable de l'audit interne d'Areva sur Creusot-Forges pour savoir ce qui avait été fait. Ah, il était aux premières loges. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut avoir quelques inquiétudes sur la réalité de ce qui a été annoncé. Il faut savoir que le premier audit qui a été fait, c'est là où on est. Enfin, dans l'industrie nucléaire, il se passe des choses, en France d'ailleurs, parce que ça ne fonctionne pas forcément comme ça à l'étranger. Il se passe des choses qui sont, j'ai dit pas forcément, Thierry. Au Japon, si. Ah, au Japon, oui, mais d'accord. Aux États-Unis. Ah, si, aux États-Unis. En Corée du Sud aussi, il y a des énormes affaires de corruption, de falsification. Non, mais là, je parle surtout le vrai problème, c'est encore une fois, c'est que l'ASN est complètement sous-staffée. Elle n'a pas de moyens humains. Et notamment lorsque l'ASN, pour le coup, bon, ils découvrent un truc, ils disent il faut faire un audit de l'usine. C'est normal, c'est bien. Qui fait l'audit? Croyez-le ou non, Areva. C'est Areva qui fait l'audit. Et ça se passe. Et alors, c'est là où c'est un sketch. Et ils l'ont raconté, j'imagine qu'ils te l'ont raconté aussi. Le premier audit, évidemment, qu'Areva rend à l'ASN, mais il n'y a rien dedans, mais rien à un tel point que c'en est risible et que même à l'ASN, ils leur disent ça n'est pas possible, vous me refaites ça immédiatement. Et les autres, ils repartent comme des écoliers à qui on a tapé sur les doigts à coups de règle, refaire leur audit, et là, du coup, ils sont obligés sur leur audit d'en lâcher un petit peu, parce qu'à l'ASN, ils ne sont pas complètement cons. Hein. En clair, ils avaient les infos, ils savaient qu'il y avait des choses à trouver chez Creusot. Donc, du coup, deuxième audit refait par Areva, ce qui là encore sur la méthode pose un problème. On ne peut pas demander aux voleurs d'enquêter sur ce contrôle, ça fonctionne oui, pas. oui, ça ne fonctionne pas en politique non plus. Mais donc, ils refont un deuxième audit. Le deuxième audit là révèle un certain nombre de cas graves. Et malgré tout, derrière, il a fallu faire donc une revue complète de toutes les fabrications qui sont sorties de cette usine. Un travail depuis des décennies. Exactement, oui, ça a duré 2 ans et demi, hein, je crois, le truc. D'ailleurs, c'est toujours pas fini dans une certaine mesure. Mais qui l'a fait encore, cette revue complète? Areva. Et EDF, ensuite, quand l'usine a été vendue à EDF. Mais en fait, il y a juste 2 chiffres qu'il faut retenir. C'est que quand donc l'ASN annonce que Areva a découvert des irrégularités, peut-être pires, dans les fabrications pour l'industrie nucléaire, on parle de 80 pièces, 80 composants du parc nucléaire en exploitation, ou pour l'EPR. Dans le dernier audit publié par EDF, qui doit remonter maintenant au début de l'année ou en fin d'année dernière, on était à plus d'1 millier de pièces. Défectueuses. Voilà. Donc, autant dire que quand ils publient leur mise à jour, ils ne font pas de communiqué dessus. Il faut aller chercher au fin fond du site d'EDF pour trouver les chiffres. Tu dois connaître le problème. Et on a très peu d'informations sur la réalité de ces non-conformités. Parce que, et c'est là justement où pour le coup, il y a un vrai manque de transparence. Parce que moi, je suis prêt à admettre que sur ce millier, il y a un certain nombre de non-conformités dont on peut admettre qu'elles sont mineures, voilà, bénignes, et qui, d'ailleurs, si on examinait le travail d'usine qui ferait bien leur boulot, on trouverait éventuellement les mêmes, etc. Je suis prêt à l'admettre. Le problème, c'est qu'ils noient tout, justement, dans cette espèce de masse de chiffres. Autant sur la première fournée, on avait eu des documents très complets, très précis, qui avaient été fournis par l'ASN, notamment, et qui étaient accablants pour l'usine. Autant là, depuis, on a beaucoup moins d'informations, on a des chiffres bruts, et on n'a plus le même niveau d'information, de finesse au niveau des fiches de fabrication, par exemple. Tout à fait. Donc, alors après, quand on prend les rapports des visites décennales d'EDF, on peut retracer quel type de pièces. Alors il y a beaucoup de pièces tubulures de cuve, donc c'est la pièce qui permet la connexion du réseau primaire à la cuve. Il y a beaucoup de coudes, parce que donc, le réseau primaire est constitué non seulement de tuyaux, mais aussi de coudes
qui relie la cuve aux différentes parties du circuit primaire. C'est des coups de moulet qui ont été faits à partir de coulées qui étaient défectueuses et donc qui ont un problème de ferrite qui les rend cassants et qui usent les propriétés mécaniques extrêmement rapidement. On sait qu'un certain nombre d'entre eux doivent être changés en catastrophe. Notamment, il y a un coude qui s'appelle le coude E qui est sous la cuve, qui est très compliqué, qui coûte plus de 40 ou 50 millions d'euros à changer par unité. Donc, voilà, EDF ne l'a pas encore fait, ce travail. J'imagine que c'est parmi. Mais dans les rapports qui datent d'avant 1996, d'avant la découverte publique de ces irrégularités, toutes ces pièces irrégulières étaient déjà connues de l'EDF et étaient retracées dans les rapports d'inspection, notamment lors des visites décennales. C'est aussi ça le système, c'est qu'on fait semblant de découvrir un problème alors qu'on connaissait ce problème depuis la construction du parc. C'est ça qui est insupportable. C'est ce mensonge-là, cette falsification de la réalité qui rend les choses proprement insupportables. Alors, il y a un sujet dont on se demande s'il doit être traité par les médias actuellement, et qui va être évoqué dans le journal La Décroissance, qui paraît dans quelques jours dans les kiosques, mais qui nécessite certainement évidemment un cadre très approfondi de recherche, c'est que à toute cette époque, il y a eu ces problèmes, en particulier, Madame Lauvergeon est suivie de près partout où elle va, par un beau jeune homme, brun, un peu dégarni, qui est aujourd'hui Premier ministre. Et donc Edouard Philippe. Et jusqu'à preuve contraire, il y a pas mal d'articles pour dire oui, c'est vrai, ça va bien à telle époque, on sait qu'il avait des missions assez importantes pour l'influence sur les médias, sur d'autres choses. Mais en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il a fait. On sait qu'il y a été plusieurs années. On sait aussi parce que vous avez été directeur des affaires publiques. Voilà. Le périmètre de son job officiel, enfin en tout cas le périmètre connu, un directeur des affaires publiques, c'est un liste. C'est un liste, mais c'est un liste, je dirais, facile à faciliter. C'est-à-dire qu'on connaît l'autocollant à l'évaluation sur le fond, et il fait le jeu d'influence auprès des politiques. C'est un peu plus scandaleux que ça, parce qu'en fait, c'est du trafic d'influence qui s'est fait. Puisque cet élu, embauché par une entreprise pour faire de l'influence, trafic d'influence, était prévu. Areva n'est pas la seule entreprise à s'assurer. Alors, en l'occurrence, il a été embauché pour cette raison. C'est les grandes entreprises qui le font. Et puis, Areva était dans telle difficulté déjà à l'époque, ça avait besoin d'une figure publique qui leur permet de faire accès à un certain nombre de choses auprès des députés et sénateurs. Et puis, la deuxième raison, c'est rendre service aux Chirac. Officiellement, je suis fait sur la mouche, Chirac a été le voir, et donc Philippe, qui était l'un des collaborateurs de Juppé, il avait eu les PPC, si je me souviens bien. Et donc voilà. Et donc son rôle, il n'était pas dans le premier cercle. Son accès aux informations privilégiées au sein de la direction de la RAVA est extrêmement réduit. En revanche, et ça c'est le plus préoccupant, c'est qu'avant d'arriver chez RAVA, il travaillait pour un cabinet d'avocats américain à Paris, qui se révélait être dans des affaires de corruption aux États-Unis avec le Parti démocrate. Et ça a été l'une de mes dernières grosses enquêtes que j'ai publiées dans Capital il y a un an. J'ai démontré qu'Areva avait utilisé les réseaux démocrates américains pour faire de la corruption pour sauver un GGZine en Caroline du Sud. Et qu'effectivement, on peut avoir des questions sur le rôle du Premier ministre sur cette affaire-là spécifiquement, puisqu'il était le cabinet d'avocats pour lequel travaillait était celui qui permettait qui avait été choisi par l'administration Obama pour distribuer, pour conseiller le gouvernement en matière de distribution d'aide pour le développement des énergies renouvelables, un programme qui a permis à Areva de devenir des aides publiques aux États-Unis.
Donc ça c'est une question, par contre, il n'y a pas de réponse aujourd'hui. Et la collaboration avec le gouvernement est réelle, parce que Edouard Philippe, si un élu dans sa on cherche à le faire. L'ancien dialogue d'Ariane, qui aujourd'hui sont son conseiller en communication. Et si on monte l'étage là-dessus, les îles, il ne faut pas oublier, alors le problème, c'est pas que de travailler pour Rothschild, c'est de savoir quel est le rôle historique de la banque Rothschild. La banque Rothschild, c'est la banque de l'establishment français, et notamment du complexe nucléaire, c'est la banque historique. Et en fait, pas nous de Macron chez Rothschild, c'est un monsieur qui a maintenant pris sa retraite, qui s'appelle François Henrot, et qui a été longtemps le parrain officieux du complexe nucléaire. Donc Macron est même au nucléaire, évidemment, de par ça là, et du fait qu'on fait les grandes écoles en France, on est naturellement au nucléaire. On apprend à être nucléaire. Et donc, est-ce qu'il est facile d'enquêter sur ces gens-là? Est-ce que dans quel média on peut le faire? Quel moyen on peut le faire? Honnêtement, nous, on a fait des enquêtes, je sais pas, les campagnes de Macron, clairement. Donc, et à mon avis, c'est plus sensible d'enquêter sur les relations Ariane et l'environnement. En termes politiques, je pense que c'est aussi sur mon enquête de magazine Capital est apparue en octobre, dans le numéro d'octobre 2018, et a été mis en ligne, c'est un jeudi, fin septembre, a été mise en ligne, et a été accompagnée d'un deuxième papier, justement pour expliquer le rôle d'Edouard Philippe. Le soir même, il a fait des émissions politiques de Léa Salamé, qui a posé la question, et on a vu un Premier ministre se déposer. Oui, il était au rôle de rien chez Ariane. En fait, il avait occupé il avait payé pour rien faire, un emploi fictif. Donc moi, j'ai pas encore rire devant mon poste, mais au moins, on a suscité cette question. Comme quoi, voilà, ça peut payer sur des titres des journaux qui sont un peu. Non, mais en fait, non, mais c'est exactement ça. Et pour le coup, c'est repris par une chaîne de grande ambiance et dans une émission qui n'est pas arrêtée, c'est de façon plus des politiques à l'humaine, pour le coup, ils le font et ils leur regardent comme quoi c'est possible. En fait, encore une fois, la censure totale n'existe pas sur le sujet. En revanche, c'est comme toujours, c'est quelle conclusion en tire, qu'est-ce que ça imprime dans l'opinion publique et derrière dans les actes des politiques. Voilà, je vais faire un parallèle avec l'affaire Boulard, justement, qui est présentée comme commissaire européenne par la France, alors que dans le même temps, elle est soupçonnée d'avoir accusé des fonds européens. Fortement soupçonnée. Un type personnel, c'est l'histoire que je connais bien, c'est nous l'avons sorti l'affaire d'assistance parlementaire territoriale. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a un pouvoir France qui fait 100%. Pourtant, tout a été dit. On a tout expliqué. On en a encore ressorti il y a un mois après l'édition en François Bayrou pour montrer très bien, clairement, aujourd'hui, enfin, le doute, c'est quand même plus beaucoup de place doute sur le fait que modérer et institutionnaliser un système de détournement des fonds européens pour financer ces partis. Et que si Boulard a été partie de ce système, parce qu'elle-même, devant l'Office européen anticorruption, a reconnu qu'au moins sur ces derniers mois, elle a payé son assistance parlementaire, elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait, elle a payé, voilà. En fait, elle était plus sous assistance parlementaire, mais elle a continué de payer. C'est pour ça qu'elle a remboursé 45 000 euros. En passant, le fait de rembourser cette somme, et alors, à la fois, elle peut aussi être comme elle veut, mais surtout, face à ça, l'infraction formelle, la formalité de l'infraction. Donc juste, voilà. Tous ces faits-là, tous ces éléments-là sont publics, ils sont sur la table. Normalement, il devrait y avoir une discussion autour de ça. On ne devrait plus discuter. Pourtant, on discute encore. Pourtant, on a pour le coup, le gouvernement français a agi comme s'il n'y avait rien été, avec des espèces de cabales politiques. On a des journalistes qui reprennent cette version alors qu'il n'y a pas de cabale politique. Voilà. Il y a un dossier judiciaire sur la table et il y a une incompatibilité manifestement entre la fonction et le soupçon qui est un soupçon fort. Voilà.
Et au fond, c'est la même chose, en fait, le système est le même. Et je ne crois pas que le nucléaire soit un cas à part là-dedans. Je suis bien d'accord, mais il y a quand même une protection supplémentaire qui est accordée, parce que ça se traite uniquement en France, le nucléaire français. Enfin, c'est ce que pense le gouvernement. Par exemple, donc, suite à cette enquête sur la corruption aux États-Unis, donc c'est aussi une enquête faite par la brigade financière en charge du dossier Uramil, qui recommandait l'ouverture d'une instruction judiciaire au parquet national financier. Et le parquet national financier a refusé. Donc à l'époque, la procureure, c'était Madame Moulette. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, Madame Moulette est mise en cause, est soupçonnée d'avoir enfreint au secret professionnel dans une autre affaire. Et qui elle a pris comme avocat? Maître Jean-Pierre Versini, qui est l'avocat d'Anne Lauvergeon. Moi, quand je pose cette question, je me fais agonir d'injures sur les réseaux sociaux parce que je vois du mal là où il n'y en a pas. Je suis désolé, moi je vois du mal, effectivement. Je me pose des questions. Voilà. Mais le système se protège en permanence, qu'il soit politique ou justice en France, et on pense que le FBI n'ira pas au bout des enquêtes parce que tous les dossiers sont instruits en parallèle aux États-Unis. Ben, c'est comme pour la BNP, c'est comme pour Alstom. Ça va très mal finir pour la France parce qu'on aura des condamnations très lourdes. Et on dira les méchants américains qui veulent nous piquer notre industrie. En l'occurrence, non, on a fait des conneries, on a corrompu du monde. Ben, on se fait prendre et on se fait punir. Et la France refuse d'engager des actions judiciaires sur ce niveau-là, que ce soit le nucléaire ou dans d'autres activités. Peut-être dans la salle, peut-être des gens veulent intervenir. Faire des révélations. Ah, une révélation là-bas. Oui, je suis néophyte concernant tout ce dont vous parlez. Je n'ai aucune connaissance. Je viens en tant que citoyenne tout à fait banale. Et je suis terrifiée de vous entendre ce soir. Je me permets de poser un diagnostic en ce qui me concerne. Je dis ce sont des criminels. Moi, j'ai fait mon jugement. Et j'ose le dire, ce sont des criminels. Quand on travaille, quand on sait qu'une cuve concernant le nucléaire n'est pas dans les normes, n'est pas adaptée, on fait quelque chose. On ne laisse pas... on fait ça dans n'importe quel travail, au niveau de la médecine, au niveau de n'importe quel travail qui demande un minimum de responsabilité, d'éthique, on passe en prison, on va en prison. Moi, je dis que c'est criminel. Je suis outrée, terrifiée, et je vous remercie du courage que vous avez de nous dire ces choses-là. Parce que je regrette qu'il n'y ait pas plus de jeunes. Je suis âgée. Je trouve que c'est la génération actuelle, les jeunes, même dans les écoles. Vous devriez, enfin, il serait nécessaire de faire un travail dans les écoles, auprès des lycéens, pour les amener à réfléchir, les amener à prendre une responsabilité. Parce qu'il se passe quelque chose d'affolant. Comment se fait-il que quand les choses sont mises sur la voie publique, que c'est connu de tout le monde, et que la société ne réagit pas? On voit des choses qui se passent actuellement gravissimes et personne ne réagit. Donc moi je me pose des questions sur la société. Parce que bien sûr vous parlez des gens qui entre eux s'entraident, la justice, la politique, etc. À la limite on pourrait presque le comprendre. Mais pourquoi des gens comme moi ne sont pas au courant? Parce que ces choses passent, mais on est dans un monde où une information arrive, il y a un scoop, ça fait du bruit 8 jours. On passe à une autre information, il y a un scoop, ça fait du bruit 8 jours. Et puis, ça se suit comme ça, et les gens oublient. Personne ne se responsabilise dans sa réflexion, et on laisse tout passer. Et moi, je suis terrifiée. Alors, ça n'apporte rien peut-être au sujet ce soir, mais honnêtement, moi, je suis terrifiée. Il n'y a pas d'autre mot. Je
comprends votre indignation, je suis pas loin de la partager. Et ce que je vais vous dire, je pense, ne va pas calmer votre inquiétude, voire même l'aggraver, malheureusement. En fait, ce qui se passe dans le nucléaire, l'omerta qui existe dans le nucléaire, n'est pas spécifique au nucléaire. On vient de le constater avec ce qui s'est passé à Rouen. On l'a constaté tout au long de l'année, notamment avec le problème des bébés nés sans bras, où on refuse de faire les études. Mardi dernier, alors je le dis d'autant plus volontiers que j'ai modestement aidé à ce que ce documentaire existe. France 2, après son émission bidon de greenwashing, a quand même diffusé un documentaire extrêmement intéressant sur Fos, sur mer, les révoltés de la pollution. Donc en fait, c'est du temps de Chirac, je crois, où dans la Constitution, on a inscrit un principe de précaution. Ce principe de précaution n'est jamais utilisé. Il y a une culture de l'ingénieur en France comme dans d'autres pays, en Allemagne, au Japon, aux États-Unis, en Russie, qui donne à cette culture-là une toute puissance. Et les ingénieurs, qu'ils soient français dans le nucléaire ou dans d'autres activités, pensent pouvoir contrôler les risques, connaissent les risques, mais se pensent plus forts que les risques. Et donc, pour eux, alors d'abord, évidemment, comme ils sont ingénieurs, qu'ils ont fait des études supérieures, ils pensent que le grand public ordinaire qui n'a pas fait les mêmes études, de toute façon, ils ne comprennent pas qu'on puisse s'adresser à eux, leur expliquer ce qui se passe, ne serait-ce que pour les informer. Parce qu'eux pensent qu'évidemment les gens sont des cons et que si on dit qu'il y a un problème, ils vont tout de suite paniquer. C'est un complexe de classe supérieure. Et puis d'autre part, se disent, oui d'accord, il y a un problème, mais c'est pas grave, je sais faire, je vais le maîtriser. Donc pourquoi informer les gens? C'est de la perte de temps, puisqu'il ne va rien se passer. Et donc on est dans cette culture-là qui à la fois reconnaît un principe de précaution, mais derrière refuse de le mettre en place réellement, parce que la culture dominante d'ingénieurs, et en plus en France, les grands ingénieurs sont des ingénieurs militaires, ils passent par une école qui est une école militaire, polytechnique, donc ils apprennent un code militaire, et donc se considèrent supérieurs et considèrent pouvoir toujours tout contrôler. Et quand ça dérape, ben là il n'y a plus personne, et surtout, il ne faut pas dire la vérité. Il y a aussi, à mon avis, une problématique qui empêche la continuité de l'information sur des questions pourtant cruciales, c'est la place absolument sidérante occupée par certains dossiers comme Johnny Hallyday, par exemple. Quand effectivement la cuve de l'EPR aurait dû avoir la couverture de la mort de Johnny Hallyday et du procès de Johnny, du fils contre le public est aussi responsable de ce qui se passe, de ce qui est programmé, je suis désolé. Et moi, le public, parce que j'ai pas vu de manif de gens demandant des reportages sur Johnny Hallyday. Hein. C'est quand même les rédactions. Il y avait combien de monde à la Madeleine, quoi à cause de tout ce remue-ménage. Ça fait vendre beaucoup pour la presse. Et du coup, il y a immensément moins de place dans les médias pour des choses beaucoup plus importantes. Mais nous, on ne vend pas. Hein. Nous, on ne fait pas vendre. Alors, Patrick a eu de la chance de pouvoir vendre son documentaire à France 5. Mais aujourd'hui, France 5, en dehors des projets d'Hugo Clément, quand on propose des projets sur l'environnement, sur l'écologie, etc., la réponse qui est donnée, non, c'est chiant et ça fait pas d'audience. Et c'est vrai, ça ne fait pas d'audience. Donc on se retrouve confronté à ces problèmes. T'exagères, le film qui est sorti sur de Guillaume Canet, où joue Guillaume Canet, on est déjà à 1 million de spectateurs. Non, c'est pas vrai que ça fait pas d'audience. Aujourd'hui... Non, le film au cinéma. Oui, mais moi je te parle de documentaire à la télévision. Documentaire à la c'est la réponse aujourd'hui de France Télévisions. Non, attends. Si, c'est la réalité. Attends, moi je propose des sujets à France Télévisions. Après, il y a une façon de présenter les projets, il y a une façon de les écrire, il y a une façon de les rendre intéressants. La télévision, c'est aussi quelque part du cinéma, donc si tu veux, effectivement, c'est pas la presse écrite, donc il ne faut pas être chiant pour parler vulgairement, effectivement, l'audience c'est important, donc il y a un savoir-faire aussi. Je ne suis pas d'accord, la télévision, effectivement, encore une fois, elle est tenue à l'audimat. C'est la règle, c'est comme ça, de même que les journaux papier sont tenus à leur chiffre de vente. Donc le travail d'un réalisateur, c'est de traiter des sujets difficiles. Moi je traite des sujets très difficiles, j'ai toujours traité des sujets difficiles, il faut savoir les traiter de façon intéressante pour le public. Je pense que là, on a un débat
très pointues, très techniques. Je pense que pour le grand public, on arrive à traiter les sujets de façon... J'ai travaillé avec un documentariste, un réalisateur, qui avant de faire le nucléaire avec moi avait fait un film sur les biocarburants pour dénoncer l'escroquerie environnementale que constituent ces biocarburants aujourd'hui en France, notamment avec le soja, les tourteaux de soja, qui sont extrêmement polluants et plus polluants que le diesel. C'était un film qui avait été accepté par France 5. Moi, j'ai vu le film et la réponse des responsables de France 5, non, vous comprenez, d'abord, il faut que vous tourner parce que nous, on espérait des grandes étendues, des beaux champs, etc. Bon, d'accord, ok. Et puis surtout, après, c'était non, et puis baisser le niveau, hein. Ils vont rien comprendre. Voilà, c'était ça les réactions. Donc, j'entends bien ton propos qu'il faut présenter des films grand public, des films qui fassent de l'audience, mais en réalité, et tu le sais parfaitement, c'est pas ce qu'attend France Télévisions aujourd'hui. Il y a très peu de cases possibles pour faire de l'investigation, puisque Cache Investigation a quasiment confisqué ce créneau-là chez France Télévisions. Il y a encore un peu chez Arte, avec eux, par contre, avec des objectifs de qualité et de mise en image extrêmement élevés, on peut les comprendre, mais c'est tout. Et les autres chaînes, on n'en parle pas, enfin, il y a Planète un peu, mais sinon le reste n'existe pas. Et donc, et encore une fois, en début d'année, quand on présentait des sujets extrêmement, pourtant qui semblaient être sur des questionnements très grand public, la réponse, et je ne suis pas le seul à qui ils ont fait cette réponse-là, c'est non. Et mes producteurs n'étaient pas étonnés, ils ont tous eu la même réaction, c'est la nouvelle politique de France Télévisions. Maintenant, de toute façon, les questions environnementales seront traitées en interne par Hugo Clément, qui va partir aux quatre coins du monde, mais qui ne fera pas forcément des sujets sur la France. Et voilà. Et donc, et pour cette raison, c'est que ça ne fait pas d'audience. Encore une fois, moi, c'est Ali Hilaire, que tu dois connaître aussi, qui a fait cette réponse. Ça ne fait pas, l'environnement ne fait pas d'audience. Point. Donc on n'achète plus. Il y a peut-être effectivement des cas où ça peut passer, où il y a un bon résultat, mais c'est vrai que globalement, c'est plutôt le verrouillage qui a eu, même si... Il y a des sujets qu'on a du mal à imposer, hein, pour prendre d'autres exemples, parce que justement, c'est pas seulement une problématique propre au nucléaire, il y a aussi un effet de lassitude parfois dans l'esprit du public, et c'est une réalité qui joue. Nous, on le voit par exemple très très bien sur un sujet qui pourtant est un sujet qui nous semble extrêmement important, qui est la fraude fiscale et le blanchiment d'argent international. Donc nous, la cellule d'investigation Radio France, on est membre d'ICIJ, du consortium international de journalistes. On a participé aux Paradise Papers, il y avait les Panama Papers avant. Aujourd'hui, je sais qu'au sein d'ICIJ, refaire un sujet, même s'il y avait un énorme leak sur cette thématique-là, ce serait probablement non, parce que déjà, les Paradise avaient beaucoup moins marché en termes d'impact que les Panama. Et c'est un vrai sujet. Et par exemple, il y a eu sur le projet qui a suivi les Paradise Papers, qui étaient les Implant Files, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui a beaucoup moins marché, qui pourtant, à mon sens, d'abord c'était un merveilleux projet parce que là il n'y avait pas de leak, ce sont les journalistes eux-mêmes qui ont amené la matière, qui sont allés chercher la matière avec les dents auprès des autorités sanitaires mondiales, etc. Et c'est un sujet pourtant dont on peut se dire qu'il est hyper concernant, puisque c'était un sujet sur les implants, les dispositifs médicaux implantés, c'est-à-dire les pacemakers, les pompes à insuline, les prothèses de hanche, que sais-je, qui révélaient d'authentiques scandales sur toute cette industrie-là, et ça n'a pas bien fonctionné du tout. Et nous, on sait que de la part des rédactions qui ont joué le jeu, nous ont donné de l'espace, etc., etc., après coup, parce qu'ils étaient vraiment gentils avec nous, mais ils nous ont pas caché que ça les avait pas énormément enthousiasmés et que ça les avait pas renversés. Pourtant, c'est un sujet essentiel. Mais alors, peut-être qu'on s'y est mal pris pour le raconter, peut-être, mais... Les implant files, vous parlez? Implant files. Ouais. Implant, en français, implant files, les dossiers. Et si vous tapez implant files sur Google, vous allez voir, parce que pour le coup, il y a eu beaucoup de productions qui ont été faites. Il y a eu un cache investigation
qui a été fait, très très bien foutu. Le Monde avait sorti plein de papiers et nous, on avait sorti en radio puisqu'on est les trois composantes d'ICH. Parmi les scandales que ça a généré, c'était sur les prothèses mammaires. Ça a entraîné Voilà, le retrait. ça a entraîné le retrait d'un certain nombre de productions qui pouvaient provoquer elles-mêmes des cancers. Ou voilà, les prothèses macro-texturées ont été retirées suite aux révélations des implant files. Donc c'est un sujet majeur de santé publique. C'est un vrai sujet de santé publique, etc. Et ça n'a pas très très bien fonctionné. D'ailleurs, je le vois autour. Et je vois bien que quand on en cause, autant les Panama Papers, les Paradise, tout de suite ça résonne, autant d'autres collaborations internationales qu'on a faites, notamment le projet Daphné, par exemple, le boulot qu'on avait fait à Malte autour de la mort de cette journaliste maltaise, Daphne Caruana Galizia. Voilà, c'était des projets qui ont eu de l'impact, qui ont un peu imprimé quelque chose. Les implants, ça n'a pas du tout marché. Alors pourtant, le boulot était remarquable, c'est du grand journalisme, c'est un sujet de santé publique qui a eu des implications, des vraies répercussions. Ça n'a pas fonctionné. France 2 a quand même fait la semaine dernière une série en prime time sur le changement climatique qui a très bien marché. Juste pour répondre à la question, ça n'intéresse pas les chaînes. C'était en prime time et ça a très très bien marché. Leur émission bidon là, avec Nagui et. Oui. Ouais, c'était du greenwashing surtout. Non mais il faut parce pas. que c'était la façon. Non mais encore une fois que on fasse une émission concernant. Non mais ça m'énerve assez parce que ça va quand la télévision a tout pris, ça m'énerve assez parce qu'on sait aujourd'hui comment la télévision traite tous ces sujets et on ne le traite que par le petit bout de la lorgnette. Tu me dis ça, excuse-moi. Mais... Oui, je te le dis à toi. Bon, alors attends, je suis désolé. La télévision est un média de masse. Si tu veux, je peux préciser. Attends, la télévision est un média de masse. Moi, j'ai fait un sujet de plus d'une heure sur les finances d'EDF. T'imagines, au début, sur les finances d'EDF. Tu te dis sujet aride a priori. Bon, après, il faut réfléchir comment on le fait. Comment j'ai commencé? J'ai commencé comme un polar sur le conseil d'administration où a été décidé de faire les EPR d'Hinkley Point. Je tire ce fil-là et je raconte tout ça comme un roman policier. Je pense qu'à la télévision, effectivement, tu ne peux pas faire des papiers aussi pointus et sérieux que dans la presse écrite. Il faut accepter le jeu. Il faut accepter le jeu de la télévision, qui est un média de masse. Et je pense que c'est très important de continuer à se battre à la télévision pour faire ces sujets-là. Moi, je fais des sujets, si tu veux, ma réputation à la télé, c'est de faire des sujets compliqués, difficiles, et de les rendre intéressants et compréhensibles. Et je t'assure que les gens... Il n'y a pas grand monde ici qui a vu ce film, toi tu l'as vu. Si tu veux, les gens ont compris plein de choses sur la catastrophe financière dans laquelle nous amène EDF. Donc je défends la télévision, je pense qu'il faut se bagarrer au sein de la télévision pour continuer à imposer des sujets. Bon, Caché Investigation, c'est pas ma tasse de thé, mais ça fait passer un certain nombre de choses. La soirée de France Télévisions, c'est pas non plus ma tasse de thé avec Nagui et compagnie, mais ça fait passer un certain nombre de choses. Donc je pense qu'il ne faut pas mépriser la télévision, et je pense que c'est un terrain qu'il faut continuer à occuper. Laissez croire à des spectateurs qu'il suffit de ne pas manger de viande ou de poisson une fois par semaine, de ne pas prendre la voiture pour faire moins de 3 km. Plein de gens, c'est le début de la prise de conscience. Croire que ça suffit pour régler les questions climatiques, environnementales, c'est du foutage de gueule. Et cette soirée, c'était du foutage de gueule. Si tu veux. Alors moi, je ne vais pas juger de ton travail parce qu'on est un peu concurrents, donc on pourrait croire que je suis de mauvaise foi, mais encore une fois, la façon dont la télé et dernièrement France Télévisions a traité ces sujets, c'est uniquement du greenwashing, c'est pour faire prendre des vessies pour des lanternes, parce que c'est pas en réglant, c'est pas en ramassant les plastiques sur les plages, même s'il faut le faire, qu'on va régler ces questions-là. Et ne présenter que ça et évacuer tout débat de fond, tout débat scientifique, tout débat politique, toute remise en cause de notre système économique, c'est de prendre les gens pour des cons. Ils l'ont fait très bien, ils ont fait de l'audience, bravo à eux, mais on ne peut pas dire que cette émission ait servi la cause de l'environnement, de l'écologie. Je ne pense pas que Hulot, qui était un personnage important de cette émission, prenne des gens pour des cons. Je pense que les prises de... Moi, je pense que désolé qu'il ait participé à cette escroquerie. Alors, justement, ce qui est étonnant, c'est que tu fais un documentaire pointu qui ne prend pas les gens pour des cons, et je m'étonne que tu défendes des émissions qui ne sont pas un début de prise de conscience, mais qui, au contraire, trompent les gens. Les nombres d'émissions injustifiable qu'on a eu avec Arthus Bertrand, par exemple, qui est là pour dire mais c'est en étant heureux tous ensemble que nous sauverons la planète. Nous ne devons pas nous accuser les uns les autres, donc surtout pas accuser les multinationales qui le financent
et qui sont les plus gros pollueurs, eh bien, ces émissions-là ne font pas un début de conscience qui pourrait amener à regarder ton documentaire ou d'autres, mais au contraire, abusent les gens et les amènent c'est des tromperies en direct. C'est pour ça d'ailleurs que c'est à 25-50. Non, mais que la télé... Attends, je me retrouve à défendre des émissions de télévision. Mais ne les défends pas. Écoute-moi, non, excuse-moi. Je pense que vous avez un peu un point de vue élitiste sur la question. Attends. Je pense que la télévision, effectivement, essaye de faire de l'audimat. Et ça, c'est vrai que c'est comme ça, c'est la règle du jeu. Maintenant, je pense que c'est... Écoute, franchement, je n'ai même pas vu cette émission. J'ai lu beaucoup de papiers dessus. Simplement, je dis que la façon dont c'est traité, c'est un début, les plastiques, les gens qui ramassent... Tout s'explique, c'est parce que tu ne l'as pas vu. Non, attends. Je veux dire que c'est un début aussi de prise de conscience. Les gens, il faut les prendre où ils sont par rapport à ça. Par rapport au nucléaire, vous peignez que les gens, ils comprennent rien. Mais effectivement, il faut commencer... Je pense pas, il faut commencer par ça. C'est de la tromperie organisée, hein, c'est tout. Là, dans la salle, ça réagit. Alors, il y a un micro-baladeur, normalement, voilà, qui arrive. Avant que quelqu'un prenne la parole, je voudrais quand même... Oui, c'est parti, oui. C'est parti. Oui, bien sûr. Je voudrais quand même poser une question parce que c'est important. Moi, je suis là pour recentrer, si possible, les choses autour du thème qui est le nôtre. C'est sûr que le débat, il est forcément riche et puis il est susceptible de pouvoir faire de la polémique parce que le monde du journalisme, c'est pas non plus un monde anodin. C'est ni bisounours, ça peut l'être, mais c'est surtout le troisième pouvoir. Et puis moi, j'ai découvert plein de choses en organisant ce forum, figurez-vous. Parce que je peux vous dire que depuis 6 mois à organiser ce forum, j'ai été confronté, comme je ne l'avais jamais été, au milieu journalistique. J'ai découvert un certain nombre de choses, dont je ne vais pas parler là, mais ça mériterait quand même qu'on en parle. Je voudrais juste revenir un petit peu, recentrer un peu le débat. Oui, je vais donner la parole. Mais je tiens une chose. À Françoise. Oui, je le donne. Mais je voudrais juste parler de la... Non, mais je finis juste cette parole. Je voudrais dire juste, recentrer les choses sur la singularité française. Parce que ça a été dit à un moment donné, je pense que c'est important que l'on évoque cet aspect-là. Parce que vous avez eu tendance tout à l'heure à un petit peu lisser en disant que finalement le nucléaire, ce n'était pas une situation plus particulière que les autres. Moi, je ne suis pas d'accord. Le nucléaire, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement particulier. C'est pas par hasard si demain après-midi, on invite Jean-Marc Royer, qui n'est pas philosophe, mais qui a écrit un bouquin d'une profondeur, d'une puissance extraordinaire avec ce livre qui s'appelle donc Le Monde comme projet Manhattan. On est et avec qui j'en parlais, qui reconnaissait effectivement qu'on était dans un changement paradigmatique, mais au sens vrai. Je veux dire, depuis 1945, avec la bombe nucléaire, puis le nucléaire, on est dans un changement paradigmatique civilisationnel. Réellement. Et je pense que si on reconnaît l'existence de cet élément, il est important de le prendre en compte pour regarder la manière dont les choses se déroulent aussi au sein du monde journalistique et qui peut peut-être expliquer en partie des phénomènes de non-empreinte, comme Sylvain en parlait tout à l'heure. Mais en tout cas, moi, je reste scotché. Enfin, moi, je suis un peu obsessionnel peut-être, mais il s'avère quand même que 50 ans d'omerta sur 2 accidents graves à Saint-Laurent-des-Eaux, à 30 km d'ici, et l'affaire du Creusot, moi, ça ne me laisse pas indifférent. La réaction qu'on a eue tout à l'heure, non, mais vous non plus, je sais bien, mais la réaction qu'on a eue tout à l'heure en témoigne. Je pense qu'il y a un gros décalage entre les spécialistes, les journalistes, et puis les gens chez qui ça... Franchement, non mais... Bon, franchement, Françoise, elle peut parler. Prenez d'autres grandes affaires... Est-ce qu'on peut pas... Prenez d'autres grandes affaires de santé publique où vous allez voir, enfin, on a exact... Ah pardon, oui. Je termine juste là-dessus parce que c'est d'autres affaires de santé publique. On a exactement les mêmes cheminements, les mêmes fonctionnements, les mêmes organisations en jeu que sur le nucléaire. La même chose. L'affaire du Mediator. Prenez l'affaire du Mediator. C'est exactement la même chose. Regardez, si vous avez le temps, allez voir. L'amiante est un excellent exemple. Allez voir le boulot que fait Mediapart en ce moment sur la problématique de la pollution au plomb autour de Notre-Dame.
vous allez voir comment les autorités sanitaires se sont assis sur des résultats. Comment, comme dans le nucléaire, c'était évoqué ce matin, lors de la conférence de ce matin, ils ont fait des moyennes, des relevés précisément pour maquiller les résultats. Ça m'a fait rigoler de l'entendre ce matin, parce que allez voir, ils ont produit un documentaire qui était en accès libre là, si vous êtes abonné, de 16 minutes sur la pollution au plomb autour de Notre-Dame. Ce sont les mêmes fonctionnements, les mêmes... voilà, et je suis désolé, mais franchement, ça n'est pas propre au nucléaire, quoi. Hélas, ça n'est pas propre au nucléaire. Il n'y a pas de singularité du nucléaire, de ce point de vue-là, à mon sens, dans la société française. C'est parce que le nucléaire en France a une place énorme qu'il y a une... Oui, non, mais c'est un secteur énorme, bien entendu. Françoise, allez. Je voulais dire que c'était très dommage que ce débat ne soit pas télévisé parce que c'est vraiment super intéressant. Et pour revenir à ce que vous avez dit justement sur les plusieurs niveaux de conscience des problèmes du climatique, du nucléaire, etc., moi je suis assez d'accord avec vous, Patrick, je crois. Il y a plusieurs niveaux de conscience. Parce que nous, en tant que militants anti-nucléaires, on est vraiment avec la base. Quand on tracte, quand on fait des petites manifs, on est avec la base. Et voilà. Et je pense qu'il y a des gens qui sont il y a vraiment plusieurs niveaux et il faut respecter. C'est un état de fait, quoi. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller plus haut que ça. Voilà. Et je passe la parole. Oui, je voulais revenir sur l'histoire de greenwashing parce que je pense que c'est un truc grave. Déjà, où est nommé le président de France Télévisions? Je crois qu'ils sont au Conseil des ministres, non? Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre après Non, c'est par le CSA. Et qui nomme le président du CSA? Voilà. Oui, non, mais ce ne sont pas des autorités indépendantes. Non, qu'est-ce qu'on peut attendre après? Après, je vais revenir sur l'histoire de greenwashing parce que je trouve que c'est grave. Prétendre qu'en mangeant de la viande une fois par semaine, on va résoudre le problème auquel on est confronté sur l'escroquerie, on ne peut pas dire ça. Penser qu'en ramassant du plastique, on va résoudre les problèmes, c'est illusoire. Il ne faut plus fabriquer du plastique. Quand on regarde le dernier rapport du GIEC, ils disent qu'il faut laisser les énergies fossiles sous terre. Il ne faut pas les utiliser. Pourtant, on a la Société Générale qui investit aux États-Unis $20 milliards pour exploiter les gaz de schiste et les amener en France. Quel journal dit ça? Bon, je crois que les problèmes sont bien plus sérieux pour prêter l'oreille à du greenwashing. Je pense que c'est une perte de temps. C'est effectivement, comme quelqu'un l'a dit sur le plateau, une simple escroquerie qui ne sert finalement qu'à culpabiliser chacun d'entre nous et à ne pas faire attention, à ne pas réduire de moitié la consommation d'énergie, car il faut diminuer de moitié la consommation d'énergie. Il faut arrêter de produire des SUV pour lesquels même France Inter fait la pub. Il faut acheter le SUV suréquipé. Je ne sais pas, en médecine, quand on parle de quelqu'un qui ne reçoit pas, enfin, il est malade, mais il faut acheter des SUV suréquipés parce qu'il faut gagner de l'argent, il n'y a que ça qui compte. Je crois qu'il y a un problème, on a un problème avec le journalisme, pas avec vous, heureusement, mais il y a un problème de dépendance à l'économie libérale qui pèse dans la réflexion du journaliste, qui l'oblige à ne pas forcément dire ce qu'il veut dire. On a un problème aussi avec certains journalistes qui ne sont pas assez honnêtes pour dire « je suis néolibéral ». Moi, je n'ai pas de problème qu'un journaliste me dise « je suis néolibéral, je suis pour le nucléaire ». Je n'ai aucun problème. Je saurais certainement le combattre. Mais il y en a beaucoup qui se cachent derrière la impartialité, l'objectivité. L'objectivité du journaliste, je ne l'ai jamais cru de ma vie, je ne le croyais jamais. Par contre, je veux bien croire à l'honnêteté de certains journalistes. Ça oui, et ça je l'exige. Mais là, on a un vrai problème avec la presse. On a un vrai problème, y compris avec des journaux qui passent pour être des gros journaux français comme Le Monde, qui pour moi est devenu vraiment plutôt un support des États-Unis aujourd'hui. On a un vrai problème avec Libération, qui est acheté par des Bolloré ou je ne sais pas quoi. Donc on a un vrai problème et on n'a pas finalement, à part peut-être certains sur Internet, on n'a pas une presse vraiment libre de sa parole. Je fais exception de certains d'entre vous parce que vous l'êtes. Et je crois que c'est important. Et après, on a un problème aussi avec la population. Notre population n'est pas formée, n'est pas prête à écouter un discours de vérité
profond. On préfère lui balancer des amusements minables sur des chaînes de télévision qui ne valent pas un rond et qui coûtent cher en énergie. Mais là, on a aussi de l'éducation à faire. Moi, je n'ai pas la solution. Je ne sais pas comment faire, mais je pense qu'au niveau du journalisme, effectivement, il faut élever le débat, vraiment élever le débat et habituer notre population à écouter des vérités, même si elles sont dures à entendre. J'ai entendu aujourd'hui, par exemple, l'histoire de la SNCF. On a notre Premier ministre, dont vous avez parlé, vous avez cité un peu le personnage, qui arrive dans une gare SNCF disant qu'il y a un détournement du droit des retraits et que c'est une grève déguisée. Et aucun journaliste ne soulève le vrai problème. Le vrai problème, c'est quoi? C'est quand je monte dans un train, est-ce que je suis en sécurité? Le problème est là. Pas qu'on vienne me raconter si c'est une grève sauvage ou ça. Il y a un vrai problème. On a une chance inouïe qu'il n'y ait pas eu des morts à Charleville-Mézières, comme à Bretigny, mais aucun journaliste, j'ai écouté France Info et France Inter, ne pose le problème dans ces termes. Est-ce que quand je monte dans un train de la SNCF, je suis en sécurité? Ça dépend de quel train. Le TGV ou... Oui, moi je voudrais juste venir. Ensuite, non, mais je vais prendre ça pour venir au secours de mes collègues, mais 24 heures après, vous ne pouvez pas livrer une enquête sur est-ce que lorsque je monte dans un train de la SNCF, je suis en sécurité. Il faut distinguer. Non. Il faut distinguer ce qui va relever, parce que le but d'un média, c'est aussi de traiter du flux et de l'actu en continu, qui a besoin d'être traité à un moment. Je ne suis pas un grand fan de l'info en continu, mais néanmoins, quand il y a un mouvement social fort à la SNCF qui est très impactant pour des centaines de milliers de personnes, il faut le traiter en tant que tel, à plat, comme une information. Point barre. C'est aussi... on peut répondre facilement à la question de monsieur sur quand je monte dans un train, est-ce que je suis en sécurité ou pas? Ma réponse n'était pas une boutade quand je vous ai dit quel genre de train, un TGV ou un train régional. Bon, moi j'ai la chance, mon frère est cheminot et conducteur de train. Clairement, quand vous montez dans un train, un TER ou une liaison interrégionale, autre que TGV, oui, vous pouvez avoir une inquiétude pour savoir si vous allez arriver à bon port. Je vous le dis. Aujourd'hui, le réseau en dehors, le réseau non TGV de la SNCF est un réseau pourri, avec des problèmes à tous les niveaux, avec des travaux d'entretien qui sont très mal effectués, voire de remplacement de rails. Mon frère me raconte qu'il y a une gare sur sa ligne où il pouvait, quand ils n'avaient pas à s'arrêter à cette gare, ils pouvaient rouler à 80 km/h. Il passait dans la gare à 40 parce que la rame était couchée sur le quai et la voie venait d'être faite. Et il me raconte aussi que quand lui refuse de prendre une rame parce qu'il y a des problèmes de sécurité, par exemple les portes voyageurs ne ferment pas. C'est un peu gênant quand même. Il est sanctionné derrière. Voilà, donc oui, je vous le dis, vous prenez un risque. Oui, mais tout le monde n'a pas un frère à la SNCF, donc ce qu'il faut, c'est que ça sorte avec des enquêtes. C'est facile, il suffit d'aller voir les conducteurs et raconter. Justement, je vais poser une question. Non, mais il y a une question à poser, c'est que... Est-ce qu'on pourrait aussi avoir un peu la parole, s'il vous plaît? Merci. Alors, je voudrais revenir sur le thème qui est la neutralisation. Moi, je dirais, ça part dans le brouillard. Dans les comportements humains, il y a un comportement qu'on appelle celui de la manipulation mentale. Quand ça se passe au niveau d'un individu, il arrive, il est très sympathique, très agréable, il présente bien, il est là, il propose des choses agréables, bonnes, donc on adhère à ce qu'il dit. Et puis progressivement, il développe des comportements autoritaires, il intime, tenez-vous tranquille, obéissez, taisez-vous. Vous voyez, puis je peux continuer comme ça. Ça, on le retrouve chez ces gens-là. J'ai eu le plaisir, enfin non, pas le plaisir d'ailleurs. Je me suis retrouvé en face de Mme Lauvergeon, attaquée en justice pour diffamation. Parce que j'avais osé écrire un petit article dans un média local, Maxent, pour ne pas le citer, dans lequel j'osais dire que Mme Lauvergeon ne faisait peut-être pas preuve tout le temps de grande intelligence. 15 jours après, j'avais
j'étais convoqué au tribunal 15 jours après. Vous vous rendez compte, moi si je porte plainte pour diffamation sur quelqu'un, voilà comment ils procèdent. Donc ils font peur à ceux qui osent leur dire mais je ne marche pas dans votre combine, je ne me laisserai pas manipuler. Et puis les journalistes, ils ne peuvent pas leur dire, ils ne peuvent pas trop vous faire peur. Alors ils vous laissent, mais ils font disparaître l'information. Parce que moi j'écoute la radio. Je refuse de regarder les informations à la télévision. J'écoute la radio, j'écoute que France Culture. C'est pas le meilleur, enfin si, c'est un des moins pires. Mais ce flot, maintenant, continue d'informations qui dénoncent des choses inadmissibles dans le comportement de ces gens-là. Mais c'est tous les jours. Et ça disparaît. Parce qu'ils manipulent. Ce sont des manipulateurs. Alors, le hasard a fait qu'il y a quelque temps, j'ai vu l'interview d'une femme qui s'appelle Jeanne la Parisienne. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ah non? Eh bien, tapez Jeanne la Parisienne sur Internet, puis allez voir. Parce qu'elle, elle lutte contre le nucléaire. Vous savez comment elle lutte contre le nucléaire? Elle lutte en disant très simplement, c'est terminé. On fait autre chose. Et je termine juste en disant, c'est important d'avoir des dossiers pour pouvoir dénoncer ces choses-là. Mais au niveau de la population, je pense qu'il faut mieux maintenant qu'on passe au stade où on dise, c'est terminé, on n'en veut plus, tout simplement. Mais je vais juste rebondir sur une petite chose qui a été dite, et j'entends que beaucoup d'entre vous, et c'est pas, je ne tombe pas de l'armoire, parce qu'on voit bien dans la société, sont globalement insatisfaits des médias qu'ils lisent, qu'ils écoutent, etc., et en dénonçant, comme vous le faisiez tout à l'heure, les mêmes choses que j'entends. Maintenant, ce que je serais tenté de vous dire, c'est qu'on a tous les médias qu'on mérite. La question qu'on peut poser dans la salle, c'est qui paye pour un média? Qui paye ici? Qui est abonné à quelque chose et paye pour ce média? Voilà. Et est prêt à investir dedans. Prenez-en un, investissez-en. Voilà. Non, mais il y a très peu de gens en France qui payent. C'est ça le problème, pour les médias. Pas suffisamment de gens. On est dans une société qui, petit à petit, considère que l'info, ça doit être quelque chose de gratos. Et de la même façon, d'ailleurs, je me sens concerné lorsque le ministère du Budget explique aux gens qu'ils vont payer un peu moins de redevances et que c'est une espèce de sucette qu'on offre aux contribuables et qu'ils seront plus heureux en payant 1 euro de redevance en moins. Combien de suppression d'emplois chez la Radio France? Nous, on part... comment? Quand vous payez la télé, vous ne payez pas que la télé, vous payez la radio aussi, d'ailleurs, vous payez. Voilà. Quand vous payez 128, 129 euros de redevance, vous en reversez 25 à peu près à Radio France. Pas que la télévision. Vas-y, parle. Nous, la radio, nous coûtons 4,6 milliards, madame. Non, je pense que vous devriez reviser vos chiffres. Je serais très heureux d'avoir 4... La radio, 4 milliards, madame? Il chiffre. Toutes ces radios. Nous, vous voulez dire Radio France, nous coûtons 4 milliards à 800 000. Mais non, les autres radios sont privées, madame. Les autres radios sont privées, elles ne vous coûtent pas un rond, ça je vous rassure. Elles ne vivent que de la pub qu'elles diffusent. Non, Radio France, c'est pas 4 milliards. Radio France est uniquement financé par la redevance. Et nous, on est financé à 95% par la redevance. Voilà, on a un petit peu de publicité. Je peux comprendre qu'elle vous écorche les oreilles parfois, mais c'est 5% de notre budget. Voilà, on est essentiellement financé par la redevance. Ce qui, voilà. Et on est très très loin des 4 milliards de budget. On va prendre une question. Il y avait quelqu'un qui attend depuis un moment. Si vous voulez bien, allez-y, parlez. Allez-y, parlez. Je voudrais encore réagir par rapport à la télévision. Voilà, ce dont le monsieur parlait tout à l'heure. Il y a quelque chose qui me choque, alors j'ai peut-être tort. Quand j'entends c'est un instrument, quelque chose pour la masse, moi ça me choque. La masse, qu'est-ce que ça veut dire? La télévision devrait avoir un rôle pédagogique et éducatif extraordinaire. La télévision est à notre service. Nous payons une redevance. Je le considère ainsi.
C'est-à-dire que la télévision n'a pas à nous faire des émissions dont vous parliez pour amuser, pour faire semblant de nous faire plaisir. La télévision devrait avoir un rôle formateur pour la civilisation, pour la population. Et je regrette d'entendre aussi qu'il y a des gens qui, par exemple, madame, vous dites, nous on est dedans, on lutte avec la base, on travaille avec la base pour les gens qui luttent concernant le nucléaire. Moi, je suis convaincue que tout être a du bon sens et qu'actuellement, notre civilisation a perdu le bon sens, qu'on prend les choses tout le temps à l'envers. C'est pas la télévision qui doit s'imposer, c'est nous qui devons demander à la télévision quelque chose de correct et qui devons faire comprendre qu'on n'est pas satisfait. Et c'est pas normal que aujourd'hui, il y ait si peu de gens ici. C'est pas normal. La télévision, moi quand j'entends qu'on parle de masse, ça me choque profondément. Je vais vous répondre là-dessus, excusez-moi, je suis vraiment désolé que vous m'ayez mal compris. Quand je vous dis parler de médias de masse, oui, c'était en termes de nombre de gens qui regardent la télévision. Effectivement, c'est un média regardé par des millions et des millions de gens par rapport à la presse écrite ou à la radio. Donc c'était pas du tout péjoratif dans ma bouche. Non, sur le côté éducatif de la télévision, alors là, je suis d'accord avec vous à 100%. Alors je suis complètement d'accord avec vous aussi que la télévision fait beaucoup trop de divertissement et pas assez d'émissions qui font réfléchir les gens, etc. Moi, j'appartiens à un milieu qui est le milieu du documentaire. Et le documentaire, je peux vous dire qu'on est quand même assez nombreux, mais pas tant que ça. Et on se bat justement pour faire des documentaires de qualité. On se bat aussi, et ça marche un tout petit peu, pour que ça soit diffusé dans les écoles, parce qu'il y a des documentaires historiques qui sont bien plus intéressants que ce que les gamins peuvent entendre dans les cours d'histoire, etc. Donc je suis totalement d'accord avec vous, mais c'est vrai que la télévision qui au départ, au tout début, c'était quand même, si vous voulez, il y avait quand même un côté plus éducatif, culturel, etc. Avec la multiplication des chaînes, c'est vrai que la télévision a perdu un peu ça. Mais tout le monde l'accepte. Vous-même, vous parliez d'audimat tout à l'heure. Eh bien, c'est pas l'audimat qui devrait poser la loi. Je regrette, c'est toujours l'argent. Vous avez raison, madame, sur l'audimat, mais encore une fois, quand on fait des documentaires, on ruse un peu avec la télévision. On essaye de voir comment on peut faire passer des choses intéressantes, comment on peut les écrire. Moi, j'appartiens à une association de droits d'auteur du documentaire où on mène des... Enfin, je ne vais pas rentrer dans les trucs techniques, mais on se bagarre avec et contre la télévision, avec les chargés de programme, pour réussir à faire des documentaires intéressants. C'est un combat incessant, c'est comme le nucléaire, c'est pas gagné, parce que la télévision, c'est aussi une machine qui a ses propres logiques, qui a des logiques d'audience et financière aussi, et on essaye, si vous voulez, de ruser avec ça, on en est là, oui, d'accord. Il y a une logique marchande également. Le problème aussi, c'est que le coût d'un documentaire n'est pas le même que le coût d'une émission de divertissement. Et aujourd'hui, faire une enquête, ça demande énormément de ressources, encore plus en télévision. Il y a aussi des contraintes de format, l'image impose énormément de contraintes. Aujourd'hui, quand on dit qu'il faut accrocher autrement l'audience en télévision, on parlait de Cache Investigation tout à l'heure. Si Cache Investigation fonctionne, c'est parce qu'il fait des révélations, mais c'est aussi parce que Cache Investigation a une écriture particulière qui accroche aussi les gens et qui permet aux personnes... Enfin, c'est aussi pour son écriture, c'est pas uniquement pour les révélations qu'elle fait. Je comprends, c'est un métier. Mais c'est les moyens énormes. Hein. Un cache, c'est 1 an de boulot pour une équipe d'une dizaine de personnes à peu près. Quoi, hein. C'est ça un cache. Ouais. Pour faire 1 heure de télé, quoi. Grosso modo. Hein. Voilà. Je suis passé par cache. C'est 1 an pour un réalisateur, 1 an de travail uniquement sur ce film. Ensuite, il y a une équipe d'enquêteurs qui vient en soutien. Et puis, il y a des rédacteurs en chef. Il y a plusieurs rédacteurs en chef, etc. qui pilotent l'ensemble des caches d'investigation. Mais il faut bien imaginer, donc déjà Cache Investigation, je crois que c'est unique en France, de donner la possibilité à une équipe de travailler 1 an sur une enquête. À l'époque où il y avait sur Canal Spécial Investigation, c'était quoi? C'était entre 4 et 6 mois. Bon, c'était 52 minutes. C'est pareil, c'était première ligne déjà. En fait, c'était la même boîte de production qui était derrière. À l'époque, chez Canal.
Justement, Cash Investigation, c'est un très bon exemple. Moi, Ils l'ont imposé, c'est pas le mot rapide. Moi, c'est pas mon style de travail, Cash Investigation, mais c'est vrai qu'elle fait ça avec une patte particulière, que ça marche effectivement, que ça plaît aux gens, et il faut la défendre parce qu'il faut dire qu'elle est en danger. Parce que les révélations qu'elle fait toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, ça ne plaît pas du tout au patronat pour aller vite, si vous voulez. Donc, Élise Lucet, encore une fois, elle le fait à la télévision. Elle peut quand même le faire à la télévision. Voilà. Alors, avec un style particulier. Non, mais on le voit, l'investigation à la télévision est menacée en permanence. Enfin, sur Canal+, ça a disparu. Ensuite, sur le service public, ça continue. Mais, le seul cas qui reste, c'est Arte. En investigation économique du short cash de France Télévisions, c'est Cash Investigation, pas qu'à déserter, pièce à conviction, pardon, à déserter quasiment totalement ce créneau, alors que c'était l'une de leurs missions à l'origine, ce qui est dommage d'ailleurs. Et puis après, il y a Arte qui finance quand même beaucoup d'investigations sur tous les sujets, qui soient économiques, sociétaux, politiques. Fin novembre, je vous recommande, il y aura un super film sur les thérapies de conversion. Les églises, quelle qu'elle soit leur religion, essayent d'imposer pour transformer les gays et les homosexuels en personnes hétérosexuelles. Je pense pouvoir les guérir, et il y aura beaucoup de révélations. C'est un très très gros projet. Mais voilà, il y a toutes les semaines, pas toutes les semaines, mais très régulièrement sur Arte, des documentaires d'investigation. Regardez la soirée du mardi soir, qui est très intéressante, mais aussi d'autres soirées. C'est très bon. Je voudrais juste rebondir sur une petite chose qui a été dite quand même sur l'audience, l'audimat et la course à l'audience. C'est quand même des choses à manipuler avec précaution. Parce que malgré tout, et notamment par exemple pour nous, dans le service public, ce serait une réalité, un service public qui serait écouté par personne, ce ne serait pas un service public. Donc, c'est à manipuler avec précaution, mais dire qu'on se fout de l'audience et qu'on impose des trucs en n'ayant aucune préoccupation de savoir si à un moment c'est reçu et s'il y a des gens pour le regarder, ça ne serait pas être respectueux de l'argent que le contribuable nous donne en face, et il y a une obligation à un moment de faire du bon résultat. Le luxe qu'on peut peut-être avoir dans le service public, c'est que on peut avoir un peu plus de temps, une patte particulière pour le faire, ne pas faire n'importe quoi pour faire de l'audience à tout prix, mais l'audience, c'est quand même un élément, à un moment, qu'il convient de prendre en considération. Je veux dire, on peut faire de la très bonne télé, de la très bonne radio, si personne ne l'écoute, ça ne sert à rien. Donc il faut quand même, à un moment, nous, ça rentre dans nos préoccupations, quand même. Les chiffres d'audience, on les regarde, nous, à Radio France, enfin, à France Télé aussi, je sais, tout le monde les regarde. Et à un moment, on est content quand on a fait de l'audience, et on n'est pas content quand on n'a pas fait d'audience, et ça nous interroge. Ça nous interroge. Ce sont quand même des questions, à un moment, qu'on va se poser. Et ces questions, aujourd'hui, à l'époque où on est, il faut d'autant plus qu'on se les pose, qu'on est en train de vivre une grande rupture. Elle est en train de s'orienter, là, avec la fin des médias en ligne, c'est-à-dire de la télévision comme on l'a connue, de la radio comme on l'a connue, la télé, enfin, je vais dire les choses de façon un peu brutale, mais c'est un média mort, la télévision. La télévision telle que vous la regardez depuis 30 ans, linéaire. Voilà, c'est-à-dire la télévision avec un flux de programmes. Programme le matin, journal de 13h, émission de divertissement en début d'après-midi, des feuilletons allemands ensuite l'après-midi, du jeu, voilà, une grille construite comme ça c'est mort. C'est mort, c'est-à-dire que ça va durer encore 20 ans, là, 25 ans, et dans 25 ans, c'est mort. Et qu'est-ce qui va se passer dans 25 ans? Vous allez avoir... Forcément, ça va être remplacé par quelque chose, d'ailleurs, on voit déjà ce quelque chose qui apparaît. Netflix apparaît, et Netflix est peut-être en train déjà de se faire bouffer par Disney, et voilà. Et donc, il va y avoir de nouveaux opérateurs qui vont arriver sur le marché, et par exemple, pour nous, service public, il y a la nécessité de s'adapter à ça, parce que nous, à Radio France, par exemple, nos chiffres d'audience sont très très bons actuellement, sauf qu'on voit le média radio aussi de la même façon, qui est en train de chuter, de tomber. Si dans 20 ans, on ne fait plus l'audience, on ne fait plus l'auditeur, on n'a pas été capable justement d'aller rechercher cette audience, d'aller la chercher sur de nouveaux supports, sur de nouveaux formats, avec de nouveaux types d'émissions, etc., avec de nouveaux terminaux, on viendra nous dire, bon, bah, vous servez à rien, et puis vous coûtez moins de 4 milliards, madame, quand même, je vous rassure, mais beaucoup trop d'argent, et on nous fermera. Et donc, on doit quand même avoir ce souci de l'audience et de trouver un public à un moment, parce que si on ne le trouve pas, ce public, ce sera... Alors là, il n'y aura plus rien, ce sera... Il faut savoir...
Mais il faudrait L'audimat, c'est la mesure d'audience. Vous savez, ensuite, il ne faut pas avoir peur des mots. Voilà. Je voudrais quand même préciser, si aujourd'hui Cache Investigation résiste, c'est aussi c'est justement parce qu'elle fait de l'audience. Et cette question de l'audience, enfin, je veux dire, tout le monde se la pose dans un média indépendant, par exemple. Vous aussi, vous voilà, on se la pose. Enfin, si ce qu'on fait c'est dégueulasse, le fond beau être intéressant, si la forme est dégueulasse, personne ne la regarde et puis ça tombe dans l'oubli, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est en montant en qualité qu'on peut accrocher, on peut gagner des abonnés, etc. Donc aujourd'hui, ne pas se poser la question de l'audience, c'est entre guillemets se tirer une balle dans le pied. Oui. Bah, ça dépend. On ne peut pas toujours non plus tomber que sur les journalistes et sur les médias. Et c'est vrai que le citoyen téléspectateur, il est aussi responsable. Et c'est vrai que. Moi, je voulais dire alors, quelque chose. on va nous dire que c'est élitiste, mais il y a trop de gens qui regardent des jeux abrutissants et qui feraient mieux de regarder des enquêtes. Je voulais juste apporter une petite précision, je viens de vérifier. Le budget annuel de Radio France, c'est 600 millions d'euros. Donc 95% apporté par la redevance et 5% par la publicité. Oui, je voulais simplement dire qu'en fait, si je comprends bien, vous êtes